a commencé, et en particulier mon goût et mon envie de connaître le monde du théâtre. D'abord, grâce à ma grand-mère, qui était une grande fidèle du Théâtre des Célestins et de l'Opéra de Lyon, et abonnée permanente, et qui m'a amené à voir beaucoup, beaucoup de spectacles de théâtre et d'opéra, et qui m'a même permis d'être figurant quand il y avait besoin d'enfants dans ces théâtres-là, en se battant avec mes parents pour dire si accepter qu'il le fasse, s'il en a envie, c'est une très bonne leçon pour lui. Donc je voyais le goût du théâtre est arrivé très très tôt et très très jeune. Après, bon, j'ai fait, comme l'a évoqué le président, les beaux-arts à Lyon. Alors, c'est un enseignement classique avec la peinture, la gravure, la sculpture, etc. Mais quand est arrivée la fin de mon cycle d'études, en 1964, une confirmation m'a saisi, c'est que j'avais une envie de pratiquer la scénographie. Alors à l'époque, l'enseignement de la scénographie n'existait pas. Il n'y avait pas de cursus pour ça. C'était des gens qui faisaient des peintures, des toiles peintes ou peignaient des décors pour les spectacles, mais il n'y avait pas d'école précise pour la scénographie. Donc j'ai fait une formation, disons, tout de suite autodidacte. Alors, mon premier apprentissage s'est fait avec les copains qui avaient des compagnies de théâtre, qui me demandaient de faire une toile de fond, de peindre des accessoires. Et puis, j'ai fait la rencontre d'un homme qui s'appelait Jean Aster, que peut-être les gens connaissent ici, parce qu'il a fait toute une carrière lyonnaise, et qui a fondé à ce moment-là le premier théâtre de la Croix-Rousse, avant la Maison de la Danse. Et c'était un homme de théâtre qui avait beaucoup bourlingué, à la fois dans le théâtre et le cirque, et qui m'a fait découvrir tout le principe de la machinerie, tout ce qu'était la magie de la scène, du côté intérieur, pas du côté public, mais du côté de la scène même. Ensuite, voilà, eh bien, la scénographie a démarré pour moi, et c'est quelque chose que je pratique depuis 60 ans maintenant. Ça fait déjà un sacré bail. Alors, bon, j'ai œuvré beaucoup d'abord dans le théâtre. Alors, ça a été un vrai plaisir de circuler dans ce que j'appelle les champs fertiles des langues traversées, c'est-à-dire de travailler sur des auteurs qui vont de Shakespeare à Valère Novarina, de Racine à Claudel, de Marivaux à Charles Juliette, de Molière à Ediberti, et puis aussi dans la musique, de Bruno Maderna à Bizet, d'Offenbach à Kurt Weill. Enfin, je ne veux pas énumérer tous les musiciens et tous les auteurs sur lesquels j'ai travaillé. Et j'ai fait tout ça dans des lieux exceptionnels. J'ai eu la chance de travailler, alors ça va de la Cour d'honneur d'Avignon au Théâtre de la Scala, du Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, du Théâtre de Chaillot au Théâtre des Célestins à Lyon, de toutes sortes de théâtres, au Théâtre des Célestins, au TNP aussi à Lyon, et aussi une longue période de travail avec Philippe Faure au Théâtre de la Croix-Rousse. Et alors, j'ai travaillé donc avec des metteurs en scène que je considère comme formidables, avec qui j'ai eu des vraies collaborations, parce que c'est sur longue durée. Des gens comme Daniel Mesguich, avec qui j'ai fait 10 spectacles. Je l'ai connu dans tous ses débuts et à sortant du conservatoire. Et donc, nous avons évolué ensemble dans le milieu du théâtre. Marcel Maréchal, un bon Lyonnais, bien sûr, et avec qui j'ai fait 17 spectacles. Donc, c'est aussi un grand bail et une grande continuité pour faire évoluer tout un langage commun. Il y a aussi Jean-Louis Martin Barbaz, un autre Lyonnais, que j'ai suivi beaucoup dans ses expériences à Reims, à Béthune et même à Paris. Des gens comme Pierre Salat, un homonyme d'un célèbre Lyonnais, et puis Philippe Faure, bien sûr, comme je viens de l'évoquer. Alors chaque fois, j'ai conçu pour tout ce monde les décors, donc la scénographie de tout ce qui concerne le décor, mais aussi les costumes, car j'ai dessiné à chaque fois les costumes, parce que je considère que quand on s'intègre dans un univers, il y a bien sûr l'univers matériel avec les murs, les objets et tout, et puis il y a aussi comment sont vêtus les acteurs qui vont porter le texte dans cet univers. Donc je voulais absolument que les choses coïncident et que si un acteur portait ça, c'était très juste par rapport aux éléments du décor lui-même. Alors après, en 1983, j'abrège toute cette carrière parce que ce soir, je veux faire un focus plus sur le travail sur les expositions, tel que je l'avais proposé au président, et surtout sur le graphisme à l'intérieur des expositions. Mais enfin, quand même, en 1983, j'ai rencontré 3 femmes formidables, Anne Tardy, Claire Merleau-Ponty et Sylvie Girardet, qui ont créé à Paris le Musée en Herbe, un musée pour les enfants, où elles se proposent de faire des expositions avec des œuvres originales, mais avec de gros dossiers pédagogiques et beaucoup d'effets spectaculaires pour que les enfants s'intéressent à l'art.
Donc, elles m'ont dit, mais comment, toi qui fais des scénographies formidables pour le théâtre, il faut que tu viennes nous apprendre à avoir aussi une mise en scène de nos expositions. Et alors, donc, j'ai commencé un parcours avec ces 3 jeunes femmes et j'ai fait 4 spectacles, 4 expositions. Ensuite, ces expositions ont été vues par des commissaires où j'ai rencontré des directeurs de musées et les choses ont commencé à s'enchaîner. Et comme l'a évoqué le président, j'ai fait plus de 150 expositions scénographiées. C'est dans des lieux alors formidables qui m'ont permis d'accéder au musée du Petit Palais à Paris, à la Bibliothèque nationale de France, au musée Galliera, à la maison Victor Hugo, au musée Carnavalet, à la Cité de la Dentelle à Calais, mais aussi au Centre national du costume de scène, qui est un parcours très important pour moi parce qu'il associe le théâtre et la scénographie d'exposition. Et puis, pour finir, plusieurs projets de musées permanents, alors à Pont-à-Mousson, à Deneuvre-Baccarat, dans le Midi, à Bélestat, et puis celui de Genève, qui est le dernier projet d'un musée permanent pour le Musée international de la Réforme. Alors, tout de suite, avec ces rencontres et cette méthode, j'ai adapté mes méthodes de travail pour le spectacle, pour la réalisation scénographique, tout en m'apercevant que la démarche était exactement la même, avec en plus l'apport de la pratique nécessaire du graphisme. Parce que, comme encore une fois, dès que je rentre dans un projet, je veux pouvoir contrôler le tout. Il me semble que l'image complète doit être issue de la même conception. Alors, je vais essayer de vous expliquer comment mon travail fonctionne. C'est très compliqué parce que je ne suis pas du tout un théoricien. Alors, j'ai l'impression de présenter toujours les choses d'une manière un peu floue, un peu buissonnier, etc. Mais c'est quand même le résultat de mon expérience. Donc, je vais les transcrire ici en vous donnant les principaux points qui sont les lieux de passage pour toute création dans le domaine de scénographie d'exposition, en sachant bien que c'est le même principe qui a été pratiqué pour le théâtre tout le temps. Alors, la scénographie, c'est une pratique de plasticien, parce que c'est riche de mes acquis, de mes découvertes, de mon apport culturel en art, de mes sensations littéraires, de mes rêves, de mon goût pour l'appropriation et le déterminement des matières, et puis aussi le plaisir de jouer beaucoup avec des formes, avec des objets que je peux rencontrer et que j'ai envie de changer d'échelle et de l'adapter pour créer un autre espace. Alors ça peut être d'un cendrier à la SNCF qui a une forme qui m'intéresse avec ses biais, et cet objet, je peux tout d'un coup le rendre supérieur à une échelle très grande, et ça peut me donner l'angle d'une simesque que je souhaiterais pour un projet. Alors, maintenant, je voulais vous dire que vraiment la pratique, elle est aussi, comme vous l'avez compris, à la frontière avec les arts du spectacle, puisque la scénographie, quand même, doit donner une ambiance, elle a la volonté de montrer, elle a la volonté de magnifier, et puis mettre en scène et donner une mise en regard de l'abîme pour faire une focalisation du regard du visiteur, comme on fait une focalisation du spectateur devant une scène de théâtre. Elle est aussi à la frontière des arts plastiques, parce qu'on s'intéresse beaucoup à tous les arts innovants, à tous les nouveaux matériaux, à l'aspect installation que l'on perçoit actuellement dans l'art contemporain, donc une certaine captation aussi de l'air du temps. Et enfin, elle est à la frontière de l'architecture, parce qu'on est des bâtisseurs, mais dans toute liberté, des bâtisseurs d'imaginaire, en sans les contraintes de nos confrères architectes vraiment qui doivent bâtir pour la durée. Alors, c'est une pratique donc qui est bien située dans le domaine de la conception et de la création. Moi, je considère que j'ai toujours travaillé dans une liberté totale. Je suis bien sûr tributaire de l'inspiration, comme tout créateur, mais j'ai toujours eu la notion du jeu et la notion de rêve qui m'ont accompagné dans mon travail. Et ça, c'est un grand plaisir, une grande force, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours porté et qui ne m'a jamais déçu dans les interprétations ou dans les trouvailles que je pouvais faire. Alors, avant de repartir plus dans l'idée de comment la démarche se situe, je veux quand même expliquer aussi que la scénographie, c'est quelque chose qui se fait dans une semi-clandestinité. La scénographie ne peut exister que si quelqu'un nous demande, si l'on est choisi. On est un peu comme les acteurs pour un spectacle. Travailler une scénographie sans but et sans commande précise avec une équipe, ça ne sert à rien. On est vraiment tributaire de cette demande. Alors on est choisi, on arrive par effraction avec le résultat d'un concours, par exemple, bien sûr. Mais c'est quand même ça très important, et c'est ce qui fait dire que
le scénographe est un peu un passeur, comme tous les participants à un projet qui forment l'équipe. Et j'ai une devise, moi, pour dire que je suis dans l'écho et pas dans l'ego. C'est vraiment très important pour moi. Je ne veux pas du tout que quelque chose soit attribué à mon travail personnellement. Je suis au cœur d'une équipe. Il y a chacun, et vous verrez après pourquoi ce résultat est important de toute l'équipe. Voilà. Donc, bien sûr, au départ, l'important, c'est le contenu du projet. C'est ça qui séduit fortement. Mais les séductions sont très grandes. Je n'ai jamais dit non, vu le nombre de projets que j'ai faits et que je fais encore de temps en temps, malgré la nécessité de vouloir me calmer un petit peu. Mais le contenu du projet sont toujours séduisants. Et puis les domaines sont immenses, parce qu'on va de l'histoire de l'art à la sculpture, à la peinture, la société, la mode, les costumes, les biographies, les autoportraits, toutes sortes, enfin, toutes les thématiques que peuvent aborder les expositions. Et Dieu sait s'il y en a. J'ai travaillé sur la démographie, par exemple. Des fois, ça a été des périodes très actives et très intéressantes pour matérialiser toutes ces notions de la démographie. Et je l'évoquais avec le président, mon prochain projet pour Genève, ça va être une exposition sur la laïcité. Donc, vous dire que les choses peuvent être très, très variables et très diverses. Alors, maintenant, j'ai essayé de classer 4 grandes étapes importantes pour que vous compreniez bien comment je travaille. Alors, la première chose, c'est que je pense et je pratique une lecture gourmande de 4 imaginaires qui sont contenus dans le projet. Le premier imaginaire, c'est l'imaginaire du récit du commissaire développé dans le scénario. Alors là, c'est ses choix, c'est qu'est-ce qu'il veut pour le projet, qu'est-ce qu'il veut démontrer, vers quoi il veut aboutir. Et j'essaie de capter toute une communauté de pensée qui va durer tout le temps du projet avec le commissaire. Ça, c'est très important parce qu'on ne doit pas simplement avoir une rencontre et où on nous explique, oui, on va faire une exposition sur Rembrandt, on va mettre des lithographies, etc. Il faut que pendant tout le projet, on soit en symbiose avec le commissaire pour justifier chaque fois tout geste, tout apport, tout choix dans les couleurs, dans la matière et des choses comme ça. Alors après, il y a l'imaginaire des œuvres qui sont choisies. Alors ça, c'est une période formidable et c'est le grand privilège de ce métier. D'abord, c'est la rencontre avec les œuvres, dans la rencontre privilégiée avec les œuvres, dans les réserves, ou de les approcher d'une manière très personnelle, pour soi. Le nombre de grands maîtres, de grandes toiles avec lesquelles je me suis trouvé face à face dans des réserves, enfin, pas accompagné d'un commissaire et de quelques personnes, mais je peux considérer que j'ai pu admirer, analyser des œuvres d'une manière très, très personnelle, pas en face à face direct, beaucoup plus fort que dans une exposition elle-même. Alors, à l'imaginaire des œuvres, je considère que c'est une partie importante parce que j'ai une espèce de devise qui est de dompter le cheval fou du récit des œuvres. Parce que je trouve que les œuvres nous racontent tellement de choses, d'abord pratiques, parce qu'elles ont une nature, elles ont des couleurs, elles ont une matière, elles décident une dimension, elles ont des problèmes de conservation. Et puis parfois, ce qui est intéressant et qui donne du sel encore à tout ça, c'est qu'on se met à imaginer, dans l'exposition, on va mettre côte à côte 2 œuvres qui ne se sont jamais vues, qui ne se sont jamais rencontrés et qui peut-être ne se reverront jamais plus. Alors moi, je m'amuse beaucoup à dire, oui, si ces 2 œuvres sont là, côte à côte, qu'est-ce qu'elles doivent se raconter en regard comme ça. Ça fait partie des choses très personnelles que je vous raconte. Et puis alors, il y a après l'imaginaire du lieu, le troisième imaginaire, c'est bien sûr le lieu où cela va se passer. Parce que là, c'est très important dans quelle salle, dans quel bâtiment historique, quelle est la configuration, est-ce qu'il y a une hauteur de plafond qu'il faudra abaisser ou au contraire jouer sur cette hauteur, une lumière naturelle. Et puis le magnétisme du lieu aussi, quand on rentre dans un espace, ça définit très vite un sens de parcours. On sait qu'on va devoir le parcourir. Oui, peut-être que là, ça va être en boucle, peut-être que c'est une diagonale avec des branches successives ou tout, mais c'est ce que j'appelle le magnétisme du lieu qui le dicte. J'aime beaucoup ce temps d'impression de l'espace dans lequel on va devoir construire un instant imaginaire. Et puis enfin, et bien sûr, va apparaître le moment de mon imaginaire de scénographe. Et ça, il est absolument très très vaste et me permet de voir tout ce que l'on peut imaginer, bien entendu. Alors là, mon imaginaire, il se laisse toute liberté et il est très prenant parce que ça va commencer
par toutes sortes d'esquisses, de fausses pistes, de questionnements, de richesse de lecture, de richesse de découverte, de comparaison, de documentation. Et tout ça va finir par fabriquer eh bien, un lieu, un volume pour tous les indices, les rêves et les passions des autres imaginaires. Et c'est ça l'objectif à atteindre. Et ça, c'est très passionnant. Il faut bien avoir tout ça en tête pour les étapes de la conception. Et au final, bien entendu, eh ben, on va donner à voir et un site dans le site. Alors maintenant, je voudrais quand même parler des étapes purement pratiques, c'est-à-dire quel est le moment. Eh bien, c'est le travail au studio. Parce qu'une fois qu'on a fait ces rencontres, qu'on a vu les œuvres, qu'on a tout analysé, ben, on se retrouve dans la feuille blanche, dans son studio. Alors là, c'est aussi très compliqué et très chaotique, parce qu'il y a des fois, les choses avancent d'un seul jet, parce qu'on a une sensation qui vient, mais d'autres fois, les choses tardent à venir. Alors il y a beaucoup de gribouillis, il y a beaucoup de toutes sortes d'actions mélangées, jusqu'au gribouillage sur la main, parce qu'on n'a pas le faux courage de se relever, mais on a toujours un stylo-bille et on écrit 3 mots, ou on dessine 2 diagonales sur son poignet, parce qu'on a peur d'oublier pour retravailler le lendemain. Et aussi, il y a une citation qui m'accompagne beaucoup là-dedans. C'est une citation de Diderot qui disait « La main touchait une surface plane et l'œil toujours séduit voyait un relief ». Et c'est très important parce qu'en effet, il y a certaines images qui, quand on les regarde d'une manière intense, eh bien, tout d'un coup, elles peuvent prendre un volume. C'est comme si elles se dressaient pour nous montrer le chemin vers une forme, vers une perspective ou quelque chose. Alors après, bien sûr, il y a la mise en route de toute une machine à transformation, de se dire, est-ce que le parcours va être en zigzag, est-ce qu'il va être en ligne droite, est-ce qu'on fait des diagonales, comment on découvre les différentes parties du scénario, et ainsi de suite. Donc c'est une espèce de chorégraphie des points de vue du visiteur. Parce que ça aussi, c'est important, parce qu'on joue à la fois sur les supports des œuvres, mais aussi sur l'espace qu'on doit libérer pour que les gens circulent, pour que les gens s'approchent de ces œuvres. Il est important de ne pas créer d'espace serré où les gens renonceraient à regarder ou seraient gênés à regarder à 4 ou 5. Il faut essayer de montrer, de donner une hiérarchie dans les œuvres, et aussi qui permettent aussi de changer tous les points de vue. Et c'est ce que j'appelle la chorégraphie des points de vue. Alors là, en même temps qu'on bâtit ça, bien sûr, on utilise tout ce qu'on a à notre disposition. La notion de l'échelle, la notion de la perspective. Et on a la chance, et le théâtre nous y a habitués, on peut faire aussi des perspectives truquées. Ce qu'un architecte peut difficilement faire parce qu'il y a une réalité. Nous, on peut travailler sur des perspectives que l'on truque, où l'on fait croire que. Voilà. Et ensuite, il y a après tout le choix des volumes exacts. Alors le travail sur le sol, qui est très important, parce qu'on rêve de voir quelle est l'assise du spectateur. Il est certain que dans une salle, si on marche sur du marbre, si on marche sur du parquet, on n'a pas la même sensation d'intimité ou de force pour l'ambiance générale. Et même souvent, il faut amener un sol qui soit souple, avec des tapis, qui soit dur, avec une matière différente de marbre, par exemple, avec des matières qui sont réfléchissantes, parce que ça nous intéresse aussi de déséquilibrer le spectateur, parfois, dans certains projets, pour qu'il ait son propre reflet aussi dans le sol par rapport au reflet de tout ce qu'il y a sur les murs. Alors, il y a aussi tout le travail, bien sûr, avec le grand jeu des matières. Là, il y a la caisse à jouer de tous les échantillons de ce qu'on en a pu rencontrer. Alors, les tissus, les revêtements, les choix des peintures, les couleurs avec tous leurs symboles, le chaude, froide, les luminosités qu'on peut donner, les incompatibilités d'une certaine couleur qui éteindrait des peintures ou qui éteindrait la lumière sur une sculpture, etc. Donc, tout ça, on en joue avec des petits papiers, avec des petites formes, on regarde ce que ça donne sur l'échantillon, etc. Et ça nous amène aussi à définir du coup un style pour l'accrochage, quand il s'agit de peinture où il y a énormément de choses, d'expositions, où il y a énormément de choses accrochées.
Et là, l'accrochage, c'est très important de définir s'il va être linéaire, s'il va être en nuage, s'il va être très cadré par la lumière, s'il va être au contraire nimbé, si des sculptures vont être décollées du mur pour qu'on puisse tourner autour, ou au contraire, on a envie que dans la perspective, elle apparaisse en profil. Enfin, toute cette mise en scène de toutes ces pièces scénographiques sont nécessaires à étudier dans un grand fouillis. C'est pour ça qu'aussi peut-être que mon discours n'est pas très structuré là-dessus, parce que chaque projet est unique et chaque fois c'est différent. Alors donc, mais je vous donne quand même des parties impressionnistes de ça. Et du coup, quand on a fait toutes ces esquisses, eh bien, on a la photogénie complète du lieu à venir. Alors à partir de là, on rentre dans une phase qui est la phase la plus technique, disons, où on commence à faire la maquette volume, maintenant remplacée beaucoup par des visuels informatiques. On fait de moins en moins de maquettes volume, malheureusement, mais on fait de plus en plus de rendus informatiques qui permettent au commissaire de juger de l'effet que donnera chaque salle, chaque point de vue du visiteur. Et puis, après, on fait aussi, bien sûr, tout le calcul de faisabilité des choses, voire dire oui, mais si j'incline ça, est-ce que ça tient, est-ce que ça se fait, est-ce que les cimaises vont être en bois, est-ce qu'on les fait dans une autre matière, etc. Donc là, c'est vraiment toute une étape technique avec où on écrit tous les descriptifs aussi pour séduire et pour faire valider le projet. Et il y a bien sûr l'instant où on a aussi le problème maintenant, puisque c'est l'évolution du temps, sur l'écologie du projet. Et on est obligé d'avoir quand même un raisonnement et penser sur le système que l'on va utiliser, quelle surcharge on va donner, qu'est-ce qu'on va construire ou détruire, ou qu'est-ce qu'on va réutiliser. Et alors ça, c'est très important. Moi, j'arrive un peu tard dans la fin de carrière. Jusqu'à présent, on ne s'en occupait pas beaucoup, mais depuis quelques années, c'est très présent et c'est dans le cahier des charges des expositions. Donc, il y a une phase comme ça où on doit étudier tout l'impact écologique du projet et de ce que l'on propose. Et ça détermine des choix. Parfois, ça nous censure, ça nous empêche d'utiliser certaines choses parce qu'on dit, voilà, ben ça use tant de CO2, ça n'en use pas, ça peut être réutilisé, ça vient d'un endroit où ça a déjà existé, donc c'est une deuxième vie, donc on a un taux plus agréable pour l'écologie, mais c'est à voir maintenant. Et puis, il y a toute la partie budget aussi, parce qu'on est quand même soumis aussi au budget et aux contraintes budgétaires, comme dans tout projet. Et là, c'est tout un travail aussi de choix, de vérification, de dire oui, si on fait ça, peut-être une priorité. Bon, ben alors on abandonne ça, on fait plus simple là pour focaliser, parce que c'est important dans le parcours et qu'on privilégie tel espace pour telles œuvres. Et puis, après, on passe dans les ateliers qui vont construire. Alors, je suis un très grand amoureux des ateliers de construction parce que ce sont des gens formidables qui savent mettre à l'échelle 1 ce que j'ai conçu sur des bouts de papier, dans des maquettes ou dans des volumes. Et ils ont toujours des solutions pour tenir en équilibre, parce que là, on va mettre de la ferronnerie, ici, il y aura un contrepoids, ici, ça sera comme ci, comme ça. Et ils fabriquent quelque chose, et ça, c'est pour nous une partie très, très séduisante. Enfin, pour moi, c'est très séduisant dans mon métier, c'est que tout d'un coup, je donne mon projet, et puis il y a des gens qui, concrètement, eh ben oui, ils vont le faire dans l'atelier, ils vont le bâtir, ils vont me montrer que ça tient, que ça se fait, ou au contraire, que là, j'ai vraiment un problème parce que l'angle est trop aigu ou différentes caractéristiques. Ça, j'aime beaucoup. Et puis, il y a le travail, alors, avec aussi tous les intervenants auxiliaires des expositions, c'est-à-dire d'abord les encadreurs, parce que c'est très important, l'encadrement des œuvres. Il y a des œuvres qui arrivent tout encadrées et dont on ne change pas les choses, mais par exemple, dans certaines expositions de dessin, de gravure, on a envie de choisir une unité d'encadrement, donc on fait tout ce travail avec des encadreurs, ou alors on fait des expériences, comme par exemple à la Bibliothèque de France, quand j'ai fait la scénographie de l'exposition sur Sarah Bernard. J'étais très dérouté parce qu'on n'avait que des cadres qui étaient des baguettes tristes, en chêne, en noir et tout ça, alors que l'univers de Sarah Bernard est un univers complètement baroque et déchaîné. Donc avec les encadreurs, on a décidé de faire une grande expédition dans les sous-sols de la Bibliothèque nationale à Richelieu, à Paris. Et là, on a découvert qu'il y avait des réserves, mais monstrueuses, de cadres, de tout accumulé depuis des centaines d'années.
Et donc, on a plongé dans tous ces cadres et on a pris tous les cadres qui pouvaient nous sembler correspondre à l'univers de Sarah Bernhardt, des cadres gothiques, des cadres ovales, des cadres en bois noir, des cadres avec du nacre, avec tout ça. Et on a cherché à adapter les œuvres, en ayant bien les dimensions de toutes ces œuvres, à les mettre dans cet univers-là. Et ça a été un éblouissement pour tout le monde de la BNF, parce que dans quelque chose qui n'a rien coûté, enfin que le travail des encadreurs, bien sûr, mais qui n'a rien coûté en achat de matériaux. Et on avait créé un univers absolument exceptionnel autour de Sarah Bernhardt et les images autour de Sarah Bernhardt. Alors il y a aussi les socleurs. Alors tous les gens qui travaillent le soclage sont aussi, comme les constructeurs dans les ateliers, sont des gens merveilleux parce qu'on leur dit « Oui, alors ce livre, je voudrais qu'il ait l'impression de voler, et puis il ne faut pas qu'il touche la paroi, et puis il faut qu'il respecte toutes les notions de conservation. Et trouve-moi la solution pour que ce livre tienne comme ça dans l'espace et tout. » Et alors avec les fibres de carbone, avec tout ça, ils font des recherches et ils sont capables de nous présenter des prototypes et qui sont validés immédiatement par les conservateurs parce qu'ils sont d'une qualité incroyable et qui créent beaucoup de magie. Le président évoquait tout à l'heure le MIR à Genève, où il y a une énorme collection de livres anciens et de Bibles surtout, toutes les premières Bibles et les Bibles de Calvin en particulier. Et on ne voulait absolument pas les avoir présentées mortes comme ça, à plat dans une vitrine et tout. Donc elles sont décollées des parois, elles ont l'air de voler et on a l'impression qu'on est prêt à les feuilleter. Même s'ils sont sous vitrine, elles ont une proximité. Et voilà, on a trouvé tout ça grâce à la recherche qu'on a fait avec les socleurs. Et ça, c'est une étape aussi importante avec tout le savoir-faire de ces gens. Après, quand on doit faire tenir une sculpture, on dit « Ah oui, mais je voudrais qu'au mur, elle puisse tenir comme ça, mais qu'on ne voit pas les griffes. » Alors eux-mêmes aussi, ils font toutes les recherches pour trouver la solution. Ils font tout ce qu'on appelle les visites à venir, c'est qu'ils viennent voir les œuvres dans les réserves et puis ils prennent toutes les mesures, toutes les propositions, ils font les photos et après on travaille avec eux et ils disent oui, alors là si je mets une ferraille comme ça, protégée par du carbone et tout, là je n'abîme pas la sculpture et regarde, elle aura l'air de tenir dans l'espace où elle sera décollée du mur tel que tu le souhaites et tout ça. Donc c'est des échanges qui montrent que tout ça est un gros travail d'équipe. Il y a aussi les gens qui travaillent pour le mannequinage, parce qu'on a évoqué tout à l'heure le Centre national du costume de scène, où j'ai fait beaucoup d'expositions. Et là, c'était toujours des problèmes de présentation des costumes. Et j'ai eu toujours beaucoup d'intérêt pour la présentation des costumes et du textile. Et là, il y a des formes extraordinaires avec des gens qui font le mannequinage et où on reconstitue le physique de l'acteur qu'il a porté. Parce que tout le monde n'a pas la taille du mannequin de vitrine. Et il y a des acteurs qui ont telle proportion et tout. Et donc, on est obligé de refaire des rembourrages. On est obligé de regarder sur les photos comment il était, comment il se tenait. Et après, on donne des attitudes aussi au mannequin. Et le costume ne souffre en rien parce qu'il a vraiment l'impression de retrouver le corps pour lequel il a été créé. Et ça, c'est très important parce que ça donne quand même une grosse partie de vie à l'exposition des costumes. Contrairement à un costume qui serait posé même sur un mannequin, de lui donner une attitude, de faire ressentir le corps et le squelette de la personne qui l'a porté, c'est très important. Et voilà, alors donc, tout ça vous donne encore l'impression de tout un jeu, tout un travail comme ça. Et puis il y a la fin de ce travail pratique, c'est quand on arrive dans le lieu de l'exposition et qu'on construit avec ça et qu'on présente le lieu. Et là, il y a un grand trou, une grande peur pour moi, c'est est-ce que je suis juste? Est-ce que je ne me suis pas planté dans la hauteur de cette simèse? Est-ce que là, j'ai assez d'espace? Est-ce que je crois que j'avais bien tout mesuré? Et c'est un instant assez terrible qui, en général, est rassurant par les constructeurs, mais quand même qui laisse un doute jusqu'au dernier moment tant qu'on n'est pas dans le lieu même de l'exposition. Et puis enfin, il y a l'émotion quand tout d'un coup on amène les œuvres et que l'on vérifie que, ah ben oui, le soclage, on l'avait prévu comme ça. Oui, c'est formidable, sur ce mur rouge, la sculpture a l'air de tenir toute seule. Les livres dans la vitrine volent, les costumes ont l'air d'être vivants, tout ça. Ça, c'est un grand instant d'émotion. Alors bon, j'ai été très bavard sur tout ça, mais je veux quand même encore dire quelques mots sur le graphisme, parce que le graphisme et la médiation, c'est une chose très importante dans la scénographie. Et le graphisme doit nous faire signe. D'ailleurs, j'ai laissé passer des images. Ah, c'est bloqué. L'appareil ne marche pas.
Marie, c'est bloqué là. C'est ici. Et ça reste bloqué sur l'image. Quitter le plein écran. Si on quitte le plein écran, est-ce que ça marche? Pas mieux? Non. C'est dommage pour la suite parce qu'après, comme je suis très bavard et que je parle d'art visuel, je ne vous ai concocté que des images que l'on va commenter. On va aller appeler le gardien pour lui demander. Oui. Parce que là, il n'y a pas de... Ça marchait tout à l'heure, on a fait des essais avec lui. Je suis désolé. Je vais continuer à parler du graphisme et de la médiation théoriquement avant de rentrer dans la partie concrète de ça. Parce que le graphisme, c'est une manière qui doit faire signe pour informer le visiteur. Donc c'est très important tout ce que l'on va rechercher autour de ça. Alors encore une fois, il n'y a pas d'ordre dans la conception, c'est très fouillis. Ah ben voilà le gardien. Voilà. Ah ben pardon. Ça marche, pardon. Voilà, j'avais des citations que j'ai oublié de vous envoyer, puis je voulais... Oui, bon. Voilà, ça. Et voilà, le graphisme, c'est essayer de prendre la parole qui était différente. Enfin, voilà. Bon, excusez-moi de cette interruption. Donc je voulais dire que le graphisme, eh bien, il doit faire signe pour informer le visiteur. C'est le lieu vraiment de la parole de la scénographie. Elle est là dans ce qui va être graphiquement représenté. Alors encore une fois, il faut faire des choix, bien sûr. Alors on commence à travailler l'idée d'une charte graphique pour choisir des caractères. Alors là, on joue avec les lettres, on donne des lettres grasses, condensées, italiques. On joue avec les alphabets, le Times, le Futura, l'Univers, le Garamond de notre cher Lyonnais. On invente aussi des lettres, on les transforme, on les mélange pour ajouter des empattements et des pleins et des déliés pour être vraiment dans le style que l'on souhaite pour la typographie, surtout pour les titres, uniquement des textes. Parce que les textes, après, on obéit à la charte des musées de France pour avoir des textes les plus clairs possibles et correspondre à tous les handicaps visuels et la facilité de la lecture. Mais les titres et les citations, etc., on joue sur des typographies et des graphismes que l'on invente. On joue même beaucoup aussi avec la contreforme. Vous qui connaissez bien les questions de typographie, c'est le vide qui sont dans les lettres qui nous permet de mélanger les choses et peut-être tout d'un coup faire surgir une sorte de logo ou de signes qui vont marquer les parties de l'exposition. Alors, bien sûr, on regarde sur la scénographie la place exacte de tous ces textes. On vérifie que la circulation face à ces textes est importante parce que les gens doivent s'arrêter pour comprendre la partie dans laquelle ils entrent. Et donc ça correspond aussi aux recherches dans la scénographie. Toutes ces étapes sont liées, je vous les raconte séparément, mais ça avance toujours tout en même temps. Et il y a l'emplacement des cartels, qui est un sujet très très important dans l'exposition, qui n'est d'ailleurs jamais résolu. On a beau faire des recherches et dans tout, le cartel est toujours la réclamation sur les cartels remplissent tous les livres d'or des expositions. Je peux vous dire que sur les 150 expositions, il n'y en a pas une où on ne parle pas des cartels. Mais parce que, si vous voulez, d'abord, à cause des questions de la lumière, les questions de la lumière qui font que très souvent on est dans les 50 lux et c'est une lumière très basse. Et alors déjà, qui rend la lecture du cartel difficile. Puis souvent, les cartels sont trop longs et du coup, les caractères sont trop petits. Les commissaires ou les directeurs, souvent, veulent absolument garder ces textes. Et ça, on est obligé de lutter beaucoup pour faire comprendre. Et le placement aussi près de l'œuvre. Parce que, ah oui, mais il ne faut pas que ça nuise à la vision de l'œuvre. Alors, trop près, trop loin, trop bas. Alors, il est arrivé au Musée des Beaux-Arts de Lyon d'avoir des cartels qui sont presque par terre et qui sont tout petits et dans lesquels il faut se baisser pour lire d'une manière très... Et ça, de toute façon, bon, on essaie de l'éviter. Ça nous arrive quelquefois pas parce que c'est imposé, mais vraiment, j'ai toujours cherché à trouver des solutions pour mettre les cartels peut-être poussés ailleurs ou être mis mais au sol peut-être, mais alors d'une manière très grosse ou vu d'une manière différente. Mais on n'a pas trouvé la solution idéale du cartel. Voilà. Donc, alors après, il y a toute l'utilisation des agrandissements photographiques pour la médiation. Alors là, c'est tout le complément des choses, c'est le tatouage, les parties archéologiques, des choses comme ça. Ça rentre aussi dans les images manquantes. Je vais vous montrer toute une partie sur l'idée de l'importance des images manquantes dans la scénographie. Et puis, il y a tout ce qui est la médiation technologique, qui est enregistrée, télédiffusée, et tout ça. Et donc là,
on est obligé de travailler, et on travaille en faisant des storyboards, en faisant des scénarios qu'on donne à des techniciens. Moi, je ne suis pas du tout un surhomme, et ce n'est pas moi qui réalise les vidéos et tout, mais je crée toujours quand même un storyboard que je veux le plus près possible de ce qu'on a voulu faire, aussi bien dans le choix des bancs de titres que dans le déroulement de l'information que le commissaire souhaite mettre dans cette vidéo ou dans cette projection, ou même l'agrandissement photographique que l'on peut faire sur les murs pour décorer l'espace. Ensuite, il y a tout cet ensemble, eh bien, ça fait qu'on va vouloir rentrer dans quelque chose de captivant. On veut essayer d'attirer le spectateur au maximum et on va faire une ouverture et donc un lever de rideau comme au théâtre. Alors voilà, là maintenant je vais rentrer dans le commentaire des images. Alors pour moi, l'entrée de l'exposition est très importante. Alors bien sûr, suivant les lieux, on a la place ou on n'a pas la place. Mais ici, bon, on est une exposition au Petit Palais à Paris. C'était dans le cadre de l'Allemagne romantique. Et là, nous faisions la scénographie de l'espace du musée de Weimar, c'est-à-dire la collection de Goethe dans sa maison de Weimar. Et à partir d'un petit dessin qui est dans la collection, qui est une très petite peinture, enfin gravure recolorée, qui fait à peu près format A4, on a la chance, en la scannant, on a pu faire un grand papier peint panoramique qui donne une idée complète de l'idée romantique. Parce que Goethe, dans ses écrits, parle beaucoup de ce paysage où il y a de l'eau, où il y a le petit pont, où il y a les sous-bois, où il y a tout ça. Alors donc là, voilà une première entrée, premier lever de rideau pour cette exposition. Une deuxième levée de rideau, c'est pour l'exposition Baroquissimo, qui est au CNCS à Moulins. Je vais vous donner la date, c'était en 2016. Et c'était pour présenter tout le travail de William Christie, enfin tout le travail des costumes dans les productions de William Christie. Alors là, voilà un titre qui a été fait en typo, tout à fait toutes différentes, qui sont recomposées parce qu'elles jouent sur la notion du choix de ce titre, Baroquissimo. Il y a à chaque fois, donc on a joué sur différents typos pour fabriquer ce grand titre comme ça et de mettre la silhouette de William Christie qui dirige les grands maîtres, Lully, Rameau, qui sont présents dans les gravures. Alors là, c'est une ouverture complètement différente. C'est pour une exposition à la Maison Victor Hugo et qui est une exposition qui s'appelait Hugo, famille d'artistes. Alors, ça présentait toute la généalogie de la famille Hugo jusqu'à aujourd'hui, avec la dernière Marie Hugo, qui est femme peintre, et Jean-Baptiste Hugo, qui est un photographe londonien. Et on partait de Victor Hugo avec toutes les branches et des enfants qu'il y a eu et tout ça, et qui sont tous artistes. Il n'y en a pas un qui a échappé à la tendance, qui a réussi plus ou moins. Il y a des gens comme Jean Hugo, Valentine Hugo, qui sont très connus, plus proches de nous. Et il fallait trouver une idée pour là mettre à la fois le titre et la chronologie, enfin la généalogie de tous ces enfants et petits-enfants et descendants de Victor Hugo. Et alors là, je me suis souvenu tout ça a été vu à travers tous leurs souvenirs qu'ils avaient à Guernesey. Alors là, je me suis rappelé qu'à Guernesey, Victor Hugo, qui a fait toute la décoration de la maison, dans tout ce qui est le hall et les paliers, il achetait des assiettes et il accrochait les assiettes tous à touche-toutes et il créait un univers avec des assiettes de Delphes, avec des porcelaines, des assiettes parlantes, des assiettes fleuries, etc. Et donc je me suis dit, le support de l'assiette peut nous être intéressant. Et en effet, on a fait donc tout le titre et la généalogie des enfants Hugo imprimés dans des assiettes en porcelaine blanche. Bien sûr, on ne s'est pas permis de parodier Victor Hugo dans ça, mais je trouvais que c'était un signe très important pour faire après rentrer dans le travail de chacun. Alors là, c'est la maquette pour l'entrée d'une exposition qui avait lieu à Carnavalet. Je vous dis la date. C'est en 2008 au musée Carnavalet à Paris. Alors, c'était une exposition qui s'appelait donc Paris au temps des Misérables et qui rassemblait toutes les œuvres, tous les lieux, les représentations des lieux dont parle Victor Hugo dans Les Misérables, qu'on pouvait trouver à travers la peinture, la photographie, la gravure ou des témoignages. Et ça semblait très compliqué à présenter parce que ça mélangeait tous les personnages des Misérables. Et puis surtout, ces personnages, il fallait qu'ils soient très, très marqués dans leur parcours à travers Paris. C'est le parcours de Gavroche, le parcours de Jean Valjean, le parcours
comment, Marius et Cosette, etc. Et donc tout ça se mélangeait parce qu'ils ont des lieux en commun. Et surtout, ce qui était très intéressant et ce qui nous a amené à faire ce graphisme-là, c'est que Victor Hugo, quand il a écrit Les Misérables, depuis Guernesey, il écrivait à sa maîtresse à Paris, et puis il lui disait, peux-tu vérifier qu'au 5 de la rue Untel, il y a bien une porte cochère, il y a bien un passage, parce que je vais faire passer un tel, là il arrive à tel endroit, le couvent est bien vers ce numéro-là, etc. Et donc il y a toute une masse de courriers à la maison Victor Hugo, où on retrouve toutes ces indications des demandes de Victor Hugo. Et alors on a pensé à l'idée du plan du métro de Paris. C'est-à-dire qu'on a pris une couleur pour chacun des personnages, et puis on les a fait partir d'un endroit, et dans les textes, dans les paquets de textes que vous voyez, eh bien, il est indiqué, il arrive à la Bastille, il passe au couvent de Picpus, etc. Et chacun a une couleur. Alors ça, c'est la maquette que j'ai présentée pour Constantin. Et puis maintenant, je vais vous montrer, voilà, en situation à l'entrée de l'exposition, puisque l'entrée de l'exposition présentait un angle. Donc d'un côté, le plan avec tous les textes, vous apercevez le chemin de Gavroche en bas. Alors on voit tout ce qui fait, puis au contraire, qui est un chemin plutôt court, parce que Gavroche n'est pas forcément tout le long, mais il y a des grands personnages. Et après, à l'intérieur de l'exposition, vous apercevez des soubassements où il y avait la ligne, où on reprenait la couleur pour qu'on suive bien qu'on était auprès de Fantine, qu'on était auprès de Marius, qu'on était auprès de Jean Valjean, ou qu'on était auprès de différents personnages. Alors là, maintenant, c'est pour le projet d'une autre entrée sur une exposition qui était sur Jean-Jacques Lequeux. Alors Jean-Jacques Lequeux, c'est un architecte visionnaire qui n'a jamais construit, mais qui a dessiné des milliers de constructions à partir d'animaux, à partir d'images plutôt de l'Antiquité, qui a tout mélangé, qui a créé des choses magnifiques, qui a travaillé aussi toutes les anatomies, qui a introduit le corps humain dans les architectures, qui a fait beaucoup de dessins. Vous verrez après aussi des photos de l'exposition. Mais il fallait trouver une image forte pour l'entrée. Et celle-là a été choisie parce qu'elle s'appelait le porche des lieux souterrains sur le côté du temple de la sagesse. Donc ça nous semblait très important de dire, ben voilà, peut-être qu'en effet, on rentre dans l'exposition en hommage à Jean-Jacques Lequeux par cette... Et maintenant, voilà à quoi ressemblait l'entrée au Petit Palais, où on a construit en volume, transcrit exactement le dessin de Lequeux, avec tous les sculptures, et on a rajouté une lumière un peu spectaculaire avec le rouge, bien sûr. Alors enfin, encore une entrée qui est aussi à la maison Victor Hugo. Alors là, qui est difficile à comprendre en photo. C'est une entrée pour une exposition qui était sur le poème de Victor Hugo qui s'appelle Le temps de la rêverie. C'est un poème que Victor Hugo a écrit quand il était très très jeune, un poème très très long qui fait 5 pages dactylographiées et où le poète imagine et envisage tout ce qui va être important pour la poésie. Aussi bien l'Antiquité que la réalité, que les ponts de Paris, que Notre-Dame, que partout. Donc il a un très très beau récit et ce récit a été donné à des lycéens qui ont eu à faire des installations en choisissant des vers dans l'exposition. Alors pour le titre, on voulait quand même quelque chose d'un peu spectaculaire et on a fait une impression en lenticulaire. C'est-à-dire le lenticulaire, c'est une impression sur des stries qui permet de superposer 3 images. Et suivant comment on se déplace, on voit le changement de l'image. Alors là, bien sûr, ce n'est pas une vidéo, donc on ne peut pas jouer, mais ça veut dire que les gens qui descendaient voyaient Victor Hugo jeune et ne voyaient qu'un morceau du titre, mais voyaient un dessin que Victor Hugo avait fait pour accompagner ça. Puis si on se déplaçait, Victor Hugo disparaissait et tout le titre apparaissait. On avait donc 3 images superposées qui créaient une dynamique pour rentrer dans cette exposition. Alors maintenant, je vais vous montrer des exemples de ce que j'ai appelé des titres, des textes, des cartels intégrés et de la médiation. Alors voilà une exposition qui est au CNCS à Moulins, qui est une exposition sur le théâtre et ses trucages au 19e. Donc on avait un matériel très, très restreint de pièces originales. Et donc on a choisi dans l'espace, on avait 10 espaces de ce type. Et dans chacun, on a reconstitué à une plus grande échelle une maquette de décor qui existe à l'Opéra de Paris. Alors il y a la maquette de La Juive, les maquettes de Robert le Diable, les maquettes de différents opéras
du 19e, et on les a pour présenter avec certaines fois des animations à l'intérieur pour montrer que la machinerie permettait de faire bouger la façade du château qui venait cacher ci ou cacher ça. Donc c'était des grandes maquettes qui étaient automatisées. Et puis de chaque côté, on a créé 2 théâtres graphiques qui permettaient d'expliquer à partir des gravures, à partir de tout ce qui existait dans les registres de partout, les trucages qui correspondaient à la maquette. Et au fond, on avait un écran vidéo qui permettait de montrer des petits films d'animation qu'on a créés aussi à partir des gravures. Parce que certaines gravures nous disent, voilà, les Valkyries, elles passaient sur une échelle comme ça. Mais nous, à partir de là, et grâce à l'informatique, on a animé ça et on a pu montrer dans les écrans comment cette mécanique existait et comment les Valkyries glissaient le long de cette échelle avec des nuages devant elles. Alors vous allez voir l'exemple. Voilà par exemple une autre case dans un passage qui doit être, je ne sais pas si c'est le vaisseau fantôme, je ne sais pas, enfin c'est sur l'humour des trucs. Et vous voyez toute la mise en page graphique de ces niches qui permettent de montrer les gravures, d'expliquer les trucages et dans le fond d'avoir une animation qui est faite bien sûr à partir de documents graphiques ou des peintures. Ça c'est le grand bonheur de l'informatique et de l'animation qu'on peut créer avec ça. Et alors là, voilà autre chose, ça c'est l'entrée de l'exposition sur le poème « La pente de la rêverie ». Alors là, c'est une incandescence. On voulait que le texte soit complet. Alors il est sur toute une série de panneaux qui sont très très lumineux comme ça, orange avec violet, pour que les gens vraiment s'intéressent à ce texte et soient incorporés à ce texte de Victor Hugo. Et en bas, vous voyez des plaintes lumineuses avec des débuts de phrases, parce qu'après, dans l'exposition, on a fait courir en lumineux tous les vers du poème. Ils ont suivi toutes les salles jusqu'à la fin de l'exposition. On avait tout le texte qui suivait à travers les salles et on a essayé de faire coïncider les vers avec les travaux qu'avaient fait les élèves pour les installations dans les vers qu'ils avaient choisis pour les élèves, pour le poème. Alors là, c'est un autre exemple en art contemporain qui est beaucoup plus minimaliste, mais il est intéressant pour la difficulté qu'il y a eu parce que ce titre, l'Inde dans tous les sens, on a sérigraphié les couleurs sur le mur. Donc chaque couleur nécessitait un écran, plus le titre qui est venu s'incorporer là-dedans. Donc on a travaillé avec des sérigraphes, quand même c'est à grande, enfin ça fait 1,50 m à peu près, c'est le pavé du titre. Et c'était intéressant, je voulais qu'il y ait dans cet univers rose tyrien comme ça, que le titre et le nom des artistes qui apparaissent chacun dans une couleur soit d'une matière très très différente, et la sérigraphie avec son encre sur le mur nous donnait quand même une qualité. On avait presque une œuvre pour présenter l'ensemble de l'exposition. Là, c'est l'intérieur de l'exposition Baroquissimo. Alors là, c'est encore au CNCS à Moulins. Et alors, c'est pour montrer qu'on avait créé, pour présenter les productions de William Christie, chaque fois, il y avait une grande vitrine qui était comme un laboratoire, extrêmement blanc, où tous les costumes se détachaient bien. Et comme s'ils surgissaient du sol, la photo n'est pas très bonne, on ne voit pas, mais il y a un rideau très baroque, un rideau rouge, comme si ce rideau rouge qui était descendu et non pas monté, parce que ça n'avait pas de sens, on n'a pas assez de plafond, et si le rideau était descendu pour libérer la vision de ce côté un peu laboratoire des costumes. Et par contre, tout le reste des murs étaient des jeux sur les miroirs, des portraits, des autobiographies de tous les grands musiciens baroques qu'a travaillé William Christie, que ce soit de Purcell, Rameau et tout ça. Alors là, c'est une autre exposition encore à la maison de Victor Hugo, mais qui est une exposition qui a été basée tout de suite sur la mise en page et le graphisme. On a presque travaillé comme un livre, c'est-à-dire que c'est une exposition qui s'appelait Hugo Politique et qui suivait toute la vie de Victor Hugo avec les événements politiques et comment Victor Hugo les a vécus ou s'il a écrit sur cela, etc. Et donc, on avait des temps avec son époque révolutionnaire, qu'est-ce qu'il y a été fait, l'époque Louis-Philippe et tout. Et au-dessus, vous aviez toute la chronologie de la vie de Victor Hugo et des événements. Puis après, une partie avec les œuvres qui illustraient ça. Et dans les vitrines, les lettres ou les petits livres ou les choses qui ne pouvaient pas être présentées au mur. Alors là, c'était vraiment tout le pourtour de l'exposition, avancé chaque fois qu'avec ce travail graphique.
Là, c'est une exposition, alors ça on change complètement de registre, c'est au musée d'art et d'histoire du judaïsme, c'est une exposition sur Gottlieb. Et donc, pour ne pas avoir une exposition ennuyeuse d'une série de planches et de tout, on a joué sur cette ligne brisée, enfin, pas brisée avec des angles aigus, mais brisée d'une ligne qui zigzague, et dans laquelle s'intègrent des textes, s'intègrent des planches de bande dessinée sur les agrandissements et tout ça, dans un univers entièrement noir, et qui permettait d'appréhender toutes sortes de caractéristiques du travail de Gottlieb. Là, on revient à Moulins. Alors là, ça illustre la partie, les cartels, avec le problème. À Moulins, très souvent, les costumes sont présentés dans ces grandes vitrines qui sont du matériel fixe. Et là, c'est une exposition qui s'appelait Les Insolites, qui était une exposition sur des costumes qui sont faits dans des matières autres que textiles. Là, vous avez une photo, la robe rouge est une robe qui est faite en photo. Le collant est fait avec des bouts de matériaux d'art ménager. Enfin bon, tous ces costumes. Mais on ne peut pas mettre un cartel près de ces costumes à l'intérieur des vitrines. C'est beaucoup trop loin. Ça gâcherait l'impression et toute l'ambiance qui est créée dans la vitrine. Donc, j'ai décidé de chaque côté des vitrines de reporter les cartels avec une image du costume et tous les renseignements techniques du costume, le titre de l'œuvre, la matière, etc. Et ce qui crée aussi une espèce d'interaction parce que, tiens, on disait le collant bleu, mais c'est dans des où? Ben oui, là, il est sur le mur, c'est une œuvre d'un tel, c'est dans tel ballet, etc. Donc il y avait aussi une demande de mouvement aux visiteurs, ce qui est important parce que ça crée aussi quand même le côté vivant et on mélange tout le monde. Voilà par exemple la maquette qu'on a présentée pour un des murs. Alors c'était intéressant aussi parce que ça permettait de donner des images supplémentaires qui n'étaient pas dans la vitrine. Par exemple des photos, comme vous le voyez, il y a des endroits. Et donc chaque fois, on a fait une mise en page complète du mur et on fait imprimer sur une toile, des toiles qui sont très grandes, qui font 3-4 mètres par 2 mètres. On a été habitué à travailler là-dessus et on fait la maquette et après on la donne à imprimer. Alors là, c'est autre chose, c'est un graphisme complet, mais la BNF, au moment des 10 ans du site François Mitterrand, a voulu faire un bilan de toutes les expositions qu'elle avait faites, et donc elle a choisi de faire une exposition dans l'allée, ceux qui connaissent le bâtiment, dans l'allée Julien Quint, qui fait 200 mètres de long, et dans tout le long, il y avait toute la présentation des 10 ans d'exposition de la BNF. Mais à l'ouverture, il fallait un titre, la BNF nous avait demandé un titre très dynamique, donc on a fait ce titre avec des traces du premier logo de la BNF, avec les crochets parenthèses, et la BNF s'expose 10 ans, et cette ligne de couleur qui a l'air en mouvement. Là, voilà, c'est encore un autre problème de graphisme, c'est une exposition qui s'appelle Armure, Hénin et Crinoline. C'est une exposition qui a eu lieu au château de Pierrefonds, qui mettait en scène tout l'univers en costume de ce que l'impératrice Eugénie avait voulu à l'intérieur du château de Pierrefonds. Beaucoup de balles avec des crinolines, mais aussi des références au Moyen-Âge, des choses comme ça, d'où le titre Armure, parce qu'il y avait beaucoup d'expositions d'armure, et Nain, parce qu'il y avait des expositions de travail qui avaient été faites sur les coiffures du Moyen-Âge, enfin par l'impératrice, et puis le bal. Alors là, on est dans la salle d'épreuves, des Preuses, qui est une très grande salle du château, et qui est travaillée à la manière de Viollet-le-Duc, avec des peintures, avec des sculptures. Donc il n'y a aucune place pour se permettre d'accrocher ou de mettre quelque chose. Les monuments historiques nous interdisaient quoi que ce soit. Donc il a fallu travailler pour les costumes. On a choisi de faire des radeaux, parce que dans ce château, il n'y a pas d'électricité. Enfin, il n'y avait pas, maintenant elle commence à arriver. Donc il fallait arriver avec des câbles depuis la cour. Et donc on éclairait ces radeaux sur lesquels on présentait les costumes. Mais il y avait un problème de documentation pour justifier le parti pris auquel le commissaire tenait beaucoup, pour montrer tout ce que l'impératrice avait voulu, tout ce qu'elle avait suivi du chantier de Pierrefonds depuis son château de Compiègne, etc. Et donc c'est là qu'on a trouvé de mettre le graphisme dans les grandes fenêtres pour fabriquer comme des stores qui sont là, mais qui sont tenus, parce qu'on avait le droit de rien fixer, donc ils sont tenus par un système de barracuda, c'est-à-dire c'est des barres qu'on envoie sur les côtés et qui se bloquent par la force du tampon des barres, mais qui n'abîment rien du tout. Alors ça me rend compte, mais c'est aussi les défis devant lesquels on se trouve pour présenter les choses et qui montrent que c'est intéressant. Je vous montrerai une autre image de cette exposition pour le final.
Là, c'est une autre exposition au CNCS aussi, c'est sur les contes de fées. Et alors là, c'est pour montrer que, justement, là, c'est la partie sur Alice au Pays des Merveilles. Et donc, il y avait des textes le livre d'Alice, la reproduction d'une édition qui était géante, comme ça, qui permettait de dire « Ah ben oui, on est chez Alice », mais le texte qui expliquait pourquoi se trouvait dans une armoire qui était ouverte sur le côté. Et puis, sur la droite de l'image, il y avait une grande vitrine avec les costumes d'Alice. Et au sol, la télévision qui présentait comment le ballet d'Alice au Pays des Merveilles se passait vraiment à l'opéra. Et vous avez sur le mur les cartels déportés que j'ai réutilisés, et en rajoutant même des maquettes du créateur des costumes. Mais chaque fois, le visiteur avait donc un jeu de va-et-vient. Et le sol, quand je vous parlais des sols travaillés, le sol pour Alice était complètement brillant. Donc le reflet, vous voyez le reflet de l'armoire, vous voyez le reflet tout, et chaque visiteur se reflétait, alors que l'espace à côté, vous apercevez de la paille qui était imprimée, bien sûr, sur une moquette, mais qui était sur l'espace qui était consacré à Cendrillon. Là, voilà encore sur cet espace des contes de fées. Voilà un espace pour Casse-Noisette, alors qui montre aussi l'importance de créer le décor et la mise en scène. C'est un ballet qui avait été créé à Genève, un ballet et qui est à l'Opéra de Genève. Et là, c'est tout le fond où on a travaillé des images de ce ballet de lustre très important et qui permettait de créer cette espèce de folie qui correspond à la folie des costumes du créateur qui avait fait des costumes très extravagants. Et par contre, au sol, d'avoir, comme dans des caisses, dans un conte de fées, un coffret ouvert, et dans ce coffret, une diffusion d'un extrait du ballet pour qu'on comprenne comment les costumes bougeaient. Ça, c'est une exposition sur Benjamin Franklin, encore au musée Carnavalet. Alors là, c'est une exposition, donc surtout Benjamin Franklin à Paris. Et donc, on avait voulu faire ressentir tout le côté électrique, tout le côté piquant de Benjamin Franklin, qui s'est confronté à toute l'intelligentsia de l'époque, avec des polémiques, que ça s'est remonté jusqu'au roi. Et donc, on voulait que tout ce qui était présenté le concernant soit comme si on touchait quelque chose de délicat, d'électrique, c'est le mot, et ça a fait référence aussi au paratonnerre, quelque part. Et donc, vous voyez ces vitrines qui sont enchâssées dans des plaques, qui sont des plaques d'une sorte de plexiglas, mais qui est teintée dans la matière, et dans lequel on peut diffuser la lumière, alors qui crée cette lueur rouge, cette incandescence. Et les œuvres originales sont présentées sur des cimaises qui se détachent des murs. Et par contre, les textes qui expliquent l'exposition, enfin, et la salle, sont, eux, dans le mur, au fond, derrière, en noir. Donc il y a plusieurs plans comme ça pour montrer que ce n'était pas un univers stable. Et enfin, voilà encore une maquette. Alors ça, c'est une maquette un peu d'actualité. C'est une maquette pour l'exposition sur Rembrandt et la Bible, qui a eu lieu au Musée international de la Réforme à Genève. Et donc, c'est la maquette d'un mur où on montre tout le principe de la scénographie. Parce que cette exposition présentait 70 gravures de Rembrandt, mais qui sont toutes d'un format très petit. Les cadres font 30-40. Donc c'est très petit et la gravure est vraiment minuscule au milieu. Donc on a besoin de s'approcher de la gravure. Et il y avait un deuxième problème, il fallait comprendre pourquoi Rembrandt avait fait cette gravure. Pourquoi il y avait Sodome et Gomorrhe, pourquoi il y avait la guérison de Lazare, pourquoi il y avait ci, pourquoi il y avait ça. Et on ne pouvait pas remplir les murs avec du texte qui aurait pris la prédominance sur la gravure. Donc on a choisi de faire une table lumineuse qui est très plate et qui tombe juste en bas de la gravure et qui permettait qu'on regarde la gravure avec juste une petite identification. Et si on se penchait, on avait l'extrait de la Bible qui correspondait à l'illustration. Alors là, ce n'est pas une image de l'exposition, c'est l'image de la théorie de la scénographie. Ça, c'est la maquette que l'on a proposée. Et pour l'univers, on avait travaillé sur un fond d'un bleu encre très puissant et dans lequel on avait faire surgir, mais très léger comme des fantômes, quelques extraits de ces lithographies. Alors maintenant, on va passer dans une partie qui est importante pour le travail graphique dans une exposition, c'est le pouvoir que l'on a d'ajouter les images manquantes. Parce que souvent, les commissaires
disent oui, j'aurais bien voulu tel tableau, j'aurais bien voulu cette photo, mais c'est impossible à avoir, ou elle est trop loin, le transport trop cher, le musée ne veut pas la prêter parce qu'elle est déjà sortie trop souvent. Enfin, il y a énormément d'arguments. Et alors, il faut qu'on cherche des idées pour remplir ça. Alors, ça, c'est une exposition qui est au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, qui était une exposition sur les frères Camondo. Et les Camondo, qui a été une très grande famille, qui a, à la fin du 19e et début 20e, enfin jusqu'à la guerre, la dernière guerre, a été très présent à Paris et avec des moyens considérables a constitué des collections colossales qui sont une grande collection 18e qui fait que le musée Camondo qui donne sur le parc Monceau est un petit chef-d'œuvre de construction copie 18e mais avec à l'intérieur que des pièces originales 18e et du mobilier de Versailles aussi vient des collections Camondo et ça c'était le frère comment il s'appelait le Camondo qui avait Isaac et l'autre c'était je cherche son nom pardon et l'autre c'est comment Nissim. Non, Nissim, c'était le fils, c'est celui qui est mort. Non, ça, c'était je n'ai pas son nom ici. Bon, enfin, l'hôtel, c'était Isaac, et l'autre, je ne sais plus son prénom. Enfin bon, et l'autre était, par contre, tout orienté vers le côté contemporain et la vie active dans Paris. Donc, il a collectionné les impressionnistes, et il a acheté pratiquement tous les grands chefs-d'œuvre des impressionnistes. Il a participé à la construction du Théâtre des Champs-Élysées, financement de partout. Et dans l'exposition, il y avait donc toute une partie qui lui était consacrée. Et la commissaire dit c'est malheureux parce que nous n'aurons que quelques tableaux de sa collection puisqu'il a tout a été donné au musée d'Orsay. Et le musée d'Orsay ne va pas décrocher les tableaux impressionnistes qui font son succès pour nous laisser mettre dans un autre musée à Paris le temps d'une exposition. Et alors le choix a été de dire que quand on avait les originaux, on a vu une photo de l'appartement et dans cet appartement, il avait des tableaux du mur, du sol au plafond. Et c'était un grand chaos, tous les impressionnistes, les coraux, tout le monde était mélangé, mais il y en avait partout. Alors on a repris la photo et on a choisi l'un des murs où il y avait les tableaux que nous avions en vrai, les vraies pièces muséographiques, et les autres, on les a imprimés dans le papier peint d'une manière fantomatique. Alors vous apercevez le joueur de flûte, vous apercevez différents tableaux qui sont soit au musée d'Orsay, soit à Londres. Et là, on a complété, c'est donc le remplacement, les images manquantes qu'on a graphiquement, on a résolu le problème pour la volonté du commissaire. Là, c'est une autre exposition au CNCS. Je vous avais prévenu qu'il y aurait beaucoup du CNCS de Moulins, parce que c'est le lien théâtre et costume. C'est une exposition sur mode et théâtre. Et alors, il y avait beaucoup de difficultés parce que sur le théâtre, il y avait des costumes, mais quand on remontait loin dans le temps, nous avions que des gravures ou des choses comme ça. Donc, on a fait toute une scénographie et on a adopté le paravent, qui nous semblait l'accessoire continu de la mode, parce que c'est le paravent de l'essayage, c'est le paravent qu'on trouve dans tous les salons de couture et qu'on trouve dans tous les chambres pour habillement dans les époques. Et sur ces paravents, on a créé des draperies qui sont imprimées en trompe-l'œil et on a agrandi des images, des costumes qui permettent de faire une présence, de dire « Ah ben tiens, voilà, le costume à cette époque-là, c'était comme ça, et pendant ce temps au théâtre, c'était comme ci. » Et on a pu accrocher aussi les maquettes originales qu'on possédait ou les gravures de mode qui existaient. Alors en particulier, vous voyez dans le suivant, qui est consacré à Sarah Bernard. Alors là, donc, il y a aussi toute une draperie. Et là, c'est consacré à Sarah Bernard qui, commençant à prendre du ventre, a exigé que la mode crée la panse. Et pendant toute une période, toutes les robes ont été ce qu'on appelait les robes à panse, avec un gros drapé qui venait sur le ventre et une taille légèrement basse. Vous la voyez là dans un costume. Et ça a inspiré tous les couturiers à l'époque ont obéi à Sarah Bernard et ont créé ça. Alors donc, ça permettait de montrer tout ça. Et donc, les paravents permettaient d'intégrer ces images parce que nous n'avions pas les documents qui correspondaient, bien sûr. Alors là, c'est une exposition à la BNF François Mitterrand et c'est sur le livre Au bonheur des dames. Alors, je ne sais plus en quelle année, c'est en 2002. Alors, donc, il y avait une exposition prévue par la BNF dans une salle qui fait 100 mètres carrés, une grande salle,
Et au final, le commissaire ne pouvait réunir que peu de pièces. Parce que concernant Le Bonheur des Dames, il y avait des carnets de notes de Zola, parce qu'il faisait beaucoup d'enquêtes dans les grands magasins, il faisait ses listes de matières pour les tissus, pour les boutons, pour tout ça. Il y avait quelques feuilles de manuscrits, et puis il y avait l'édition originale du Bonheur des Dames dans le cycle des Rougon-Macquart. Alors la commissaire dit, il faut vraiment inventer une mise en scène pour qu'on n'ait pas l'air pauvre de présenter quelques vitrines avec que ça à l'intérieur. Donc j'ai proposé de créer une fresque tout le tour de l'espace. C'est une fresque qui faisait 40 mètres de long sur 5 mètres de haut. Et j'ai rassemblé et photocopié 300 gravures de l'époque qui présentent des intérieurs de magasins, qui présentent des catalogues d'objets, de vases, de poteries, de tapis, de tout ça. Et j'ai tout recomposé en une fresque immense qui faisait tout le tour. Mais je ne les ai pas présentés dans leur manière réelle. Je les ai découpés, intégrés. Et après, on les a scannés, on les a fait imprimer en papier peint. Et pour théâtraliser le tout, j'ai créé des draperies de rideaux au sommet pour arrêter quand même, comme le plafond de la BNF est très haut, qu'on ait vraiment une sensation. Et alors, donc, il y a un fouillis énorme, vous pouvez le voir autour de tout ça. Et en l'air, on a suspendu, il y avait quelques affiches publicitaires de l'époque, et sur des kakémonos, on a mis les textes pour transformer l'espace. Et pour qu'il y ait en concret et l'idée de foule des grands magasins, j'ai pris des gravures de mode que j'ai mis à l'échelle humaine pour montrer comment les robes des femmes en crinoline, les hommes, les enfants, tout ce monde était censé circuler dans les grands magasins. Et je crois que la chose la plus plaisante, qui a été touchante, c'est qu'il y a une visiteuse qui a écrit « Mais c'est incroyable, j'avais l'impression d'acheter une paire de gants au bon marché. » Donc, vous voyez, ça, c'est une autre forme, alors beaucoup plus rigide, mais c'est pour une exposition sur une collection, c'est une production du musée Galliera, sur la collection de Alice Salom. Alice Salom, ça a été la première vendeuse de la maison Chéruy, qui était une très grande maison de couture, place de la Concorde à Paris, et qui, elle, pour cette maison de couture, comme elle était la première, qui avait le rapport avec toute la clientèle, le rapport avec les créateurs, a décidé que pour les archives, il fallait faire des fiches de mode par modèle et des fiches clientes par modèle. Et du coup, tous ces documents rassemblés ont permis de voir, maintenant c'est courant, toutes les maisons de couture pratiquent ça à tour de bras, puis on a suffisamment d'archives sur toutes les collections, mais à l'époque, c'était une nouveauté parce que personne n'osait mettre sur des mannequins le modèle qui venait d'être créé sur un mannequin couture. C'est pour ça qu'il n'y a pas de tête, il n'y a rien, mais vous avez là tous les modèles, c'est une saison complète de la maison Chéruy. Et après, il y a des textes pour dire ça a été fait pour la comtesse un tel qui vient de Bilbao, ça, on l'a vendu pour Madame Machin, et voir les fiches de mesure et tout ça. Et donc, c'était très important à l'intérieur. Alors, elle a été très collectionneuse. Donc, l'exposition qui était faite autour d'elle présentait toute sa collection de vêtements qui allait depuis les années 1910 jusqu'aux années 30. Et tout ça avait été gardé dans des cartons, et donc c'est ressorti à cette occasion. Mais on a tenu à montrer aussi que cette femme, qui avait un grand sens en n'étant que la première, elle n'était pas la créatrice ni la directrice, elle a quand même contribué beaucoup à cette archive monumentale sur la maison Chéruy. Là, c'est dans un musée permanent que j'ai fait à Pont-à-Mousson, qui est le musée au fil du papier. C'est un musée où j'ai créé le concept par faute de combattants et un peu en étant en ambulance, car c'est moi qui ai écrit le concept du musée à partir de la collection. Le maire m'a chargé de ça parce qu'il a été en panne de concepteurs. Enfin, il y avait eu différentes embrouilles. Enfin, et il voulait absolument que le musée ouvre vite. Donc il m'a demandé si je voulais relever le défi, ce que j'ai fait avec mes collaborateurs. Et c'est un musée qui s'appelle Au fil du papier, qui présente toutes les collections de mobilier en papier mâché de la maison Hâte. Ça a été un très grand succès de Pont-à-Mousson. La maison Hâte fabriquait tous les objets en papier mâché. Ça allait du fauteuil à l'armoire, du lit, les plumiers, les cendriers, les boîtes, enfin tout ça. Donc il y a une collection énorme qui est présentée là. Puis il y avait aussi toute une collection de l'imagerie de Pont-à-Mousson qui a été importante à une époque, qui était dans le style de celle d'Épinal. Et puis il y avait toute une collection des œuvres éditées par l'abbaye des Prémontrés. Et donc on a choisi d'appeler ça Au fil du papier. Et il fallait parler, parce qu'ils devenaient des mécènes, les fonderies de Pont-à-Mousson, qui
qui ont dit mais on a été très important dans le succès de Pont-à-Mousson puisqu'on marche sur des plaques où il y a marqué tout le temps, et toutes les plaques d'égout marquées fonderie de Pont-à-Mousson. Mais toutes les archives sont bloquées parce que la fonderie a été rachetée et tout. Tout ça est bloqué à Paris, donc on ne pouvait obtenir aucun document à présenter, mais on nous a laissé accéder au fonds photographique. Alors là, encore une fois, et c'est pour ça que je vous parle beaucoup de graphisme, j'ai créé une pièce avec toute une fresque, mais qui est une fresque qui montre la puissance des fonderies, qui a été, quand on relisait les lettres qu'il y avait ou tout, les gens ont été effrayés au début par ces grands hauts fourneaux, par ces flammes, par cette permanence du feu, et puis du coup de toute une population ouvrière. Et donc on a créé une fresque qui est à la fois chronologique de la création des fonderies, et puis qui montre aussi l'ambiance des fonderies. Et au centre, on a réuni les quelques pièces qu'on en avait originales, qui sont des vraies pièces expo, avec des carnets des ouvriers, avec des différentes choses comme ça qui avaient pu être récupérées. Là, on revient encore au CNCS, pardonnez-moi, mais là, c'est une exposition qui était en hommage aux 350 ans de l'Opéra de Paris, et il y avait un espace qui devait évoquer l'atelier de l'Opéra de Paris, qui sont des ateliers qui comportent énormément d'équipes et qui sont très performants dans beaucoup de domaines. Et ce n'était pas le sujet principal de ça, mais on s'est retrouvé avec un espace qui était un peu étrange, une sorte d'alcôve dans lequel il fallait faire rentrer tous ces documents. Et donc j'ai voulu une accroche et j'ai fabriqué avec des différents costumes, différents masques, différentes chaussures et tout. J'ai fabriqué ces costumes complètement hétéroclites, ces costumes collages qui, d'ailleurs, quand l'exposition que j'ai faite cette année à Lyon, j'avais exposé quelques-unes de ces maquettes parce que j'en avais fait plusieurs. Et c'est celle-là, on n'a utilisé que ces deux-là dans l'exposition. Donc, c'est pour montrer, et sur les côtés, eh bien, on peut expliquer qu'il y a un atelier de bottier, qu'il y a un atelier chapelier, qu'il y a un atelier. Ça permettait de faire quelque chose qui attirait l'œil et qui a invité le visiteur à dire « Ah ben, il n'y a pas que du texte dans cette alcôve ». Là, c'est encore, on revient à la BNF François Mitterrand, et là, c'est pour évoquer les 100 ans des Goncourt, et donc les 100 ans du prix. Alors, là aussi, il y avait très peu de pièces à montrer. C'est dans la même salle où avait lieu le Bonheur des Dames de Zola. Donc, j'ai proposé un grand labyrinthe de kakémono, avec chaque fois une date, avec une photo et le nom du livre et de l'auteur qui a eu le prix Goncourt. Et comme ça, le visiteur pouvait déambuler dans cet espace et s'intéresser en disant « Ah ben tiens, en 47, ah ben oui, tiens, en 59, et oui, et tout ça ». Parce qu'on n'avait aucun moyen et on ne voulait pas faire quelque chose de plan pour faire des listes avec la photo, oui, un tel, le prix Goncourt. Là, c'était plus intéressant parce qu'il y avait une espèce de dynamique et puis on se perdait à travers tous ces auteurs, puisqu'il y en avait 100. Alors maintenant, je vais passer à une partie, ce que j'appelle de sensation, d'ambiance et le graphisme informatif. Alors là, je ne sais pas, je suis bien dans les temps. Hein, oui, là, c'est une maquette pour une exposition sur Gérard Philipe à la BNF Richelieu à Paris. Donc c'est pour vous montrer le style de la maquette. Donc j'ai choisi de transformer la galerie Mazarine à Paris, une galerie très historique et tout, mais je l'ai transformée en boîte blanche avec des murs entièrement blancs. Et j'ai créé une ligne noire, et cette ligne, c'était la ligne de vie de Gérard Philipe. Et Gérard Philipe va chevaucher cette ligne. C'était tellement un acteur d'attitude. Il y a tellement de photos qui sont très sensationnelles sur la manière dont il se tenait, dans la manière dont il bondissait et tout ça. Donc j'ai fait une ligne de vie de ces images, et en dessous, les pièces muséographiques qui sont les vraies photos, et puis qu'il y avait des vitrines avec des objets, mais là on le voit dans le CID, on le voit dans différentes... Alors c'est un peu une composition, et chaque fois avec les grandes dates qui marquaient, et malheureusement Gérard Philipe a eu une vie assez courte, donc tout le pourtour de la galerie suffisait pour franchir toutes les grandes étapes de sa vie. Et je vais maintenant vous montrer le rendu. Voilà un extrait de ça, vous voyez, et au milieu de la galerie, j'ai créé un axe dans lequel on a eu les pièces muséographiques importantes, comme là, vous apercevez Jean Vilar et le TNP, et il y a les échanges de correspondance entre Jean Vilar et Gérard Philipe. Il y a ces costumes qui sont plantés dans les angles, et puis au fond, il y a un grand hommage à Jacquenot, avec toutes les affiches qu'il a fait pour le TNP, et à l'intérieur de l'exposition, on a utilisé la typo de Jacquenot, bien entendu, pour rendre hommage à cette ambiance du TNP qui était
qui était comme une œuvre totale quand même entre le graphisme, le théâtre, la démarche, enfin tout. Il y avait un principe, il ne fallait absolument pas dénaturer le projet. Alors maintenant, on revient encore à Moulins, mais là, c'est une exposition sur Costumer le pouvoir, et chaque espace présentait les costumes d'un film qui traitait du pouvoir. Alors, il y avait un costume sur les films sur Napoléon, une vitrine sur les costumes de Napoléon, une vitrine sur Jeanne d'Arc, une vitrine sur la Marie-Antoinette, une vitrine sur Louis XIV, différents. Et les costumiers qui avaient fait les costumes de ces films nous ont livré des impressions et évoqué leur inspiration. Et là, on est devant la vitrine, on ne voit pas, de Marie-Antoinette, et la costumière avait présenté, dire voilà, c'est cette peinture. Et donc on a créé une grille qui parcourait tout l'espace et dans lequel on incluait les images qui avaient servi à chacun des costumiers. Vous apercevez en deuxième plan là-bas Napoléon, et il y a tous les tableaux qui ont inspiré pour les films sur Napoléon. Là, voilà, dans cette même exposition, c'est pour montrer aussi que le graphisme, tout d'un coup, on crée un fond. C'était pour le film de Luc Besson, et il y avait des costumes absolument somptueux. C'est le costume du sacre, de la scène du sacre, et il fallait leur donner une résonance, et c'était très difficile de les mettre simplement sur un fond en couleur. Donc on a créé cette reproduction comme ça de gothique et fleur de lys, très, très lumineuse, qui mettait en valeur toute la série des costumes. Là, on revient au Petit Palais, et c'est l'exposition dont vous avez vu l'entrée tout à l'heure, l'Allemagne romantique sur la maison de Goethe. Et la proposition de la scénographie, elle est issue de lectures que j'ai fait de Goethe et Ackermann. Et Ackermann racontait comment il rendait visite à Goethe. Et ce qui le frappait, c'est que Goethe était toujours dans une pièce très très loin et que le valet ouvrait des doubles portes et le faisait traverser toujours une série de salons pour arriver à Goethe. Et du coup, pour présenter la collection qui vient du musée de la maison de Goethe, j'ai choisi de dire, je reproduis ce système de portes, on va passer de salle en salle, et Ackermann décrit que ce sont des salles avec des couleurs très pastel, des couleurs qui sont plutôt issues du XVIIIe, donc c'est jaune pâle, c'est vert pâle, c'est rose, et chaque fois, les thématiques de la collection de Goethe étaient présentées dans une succession de salles avec ces doubles portes toujours ouvertes qui faisaient le cheminement. Et Ackermann disait, et il fallait, en entrant, enjamber le mot salvé qui était gravé dans la pierre. Donc j'ai gravé dans l'entrée le salvé qui était dans la maison de Goethe. Alors là, on revient à la BNF. Je vous ai dit, j'ai fait beaucoup d'expositions à la BNF, plus de 17, donc il y a forcément beaucoup d'images. Alors là, c'est pour présenter, c'est une exposition sur Ionesco, et il y avait à créer sa chronologie. Et c'était très difficile parce que sa fille a donné toute une série de petites photos que vous voyez là, mais bien agrandies déjà, mais qui étaient plutôt des petites photos anciennes en format. Et pour raconter sa vie avec ces petites photos, c'était difficile. Là encore, j'ai fabriqué une fresque et Ionesco avait une image d'une plaine qui lui plaisait beaucoup, qui était un souvenir d'enfance. Donc on a placé cette plaine dans le fond et on a fait voler à l'intérieur de ça, avec une date, toutes les images qui concernaient la vie de Ionesco et les événements. Et puis, pour cacher l'exposition, pour qu'on ne soit obligé de contourner, on a choisi d'agrandir cette photo, qui est un peu saugrenue, du maître Ionesco dans un ascenseur, comme si la grille allait se fermer. Et de l'autre côté, vous avez l'exposition qui, elle, était... Alors là, une scénographie qui a été pensée. Quand la commissaire m'a contacté, elle m'a dit « J'ai toutes les archives de Ionesco, c'est que des cartons, rien n'est trié. Alors j'ai la tête dans les cartons. » Et j'ai dit « Mais voilà, l'exposition, elle va être dans des cartons. » Et c'est parce que c'est le signe de l'encombrement, de l'envahissement chez Ionesco et tout. Et donc on a inclus tous les documents dans un amas de cartons qui occupait tout l'espace, avec des repérages, puisque c'était un abécédaire, des repérages de lettres en utilisant la typo de Massin pour rendre hommage à Massin qui avait fait ses livres sur la cantatrice de Ionesco, etc. Et voilà, donc alors c'est une exposition qui paradoxalement a été très avant-garde et toujours signalée dans les documents où on parle d'écologie des expositions, parce qu'elle est toute en carton. Et donc elle était issue du recyclé et elle est repartie
tout en recyclé. Il n'est rien resté de l'exposition, enfin des supports, pas des œuvres présentées. Tout était en carton. Et alors au début, ça a été un gros problème, parce qu'il a fallu aller se battre jusqu'à la présidence et avec la commissaire, et personne n'en voulait. Il y a eu une pétition de la part de conservateurs de la maison, de chefs de département, disant que c'était honteux de traiter la bibliothèque ainsi et de mettre tout dans des cartons. C'était un mépris complet de la maison. Mais bon, ça a été accepté. Le président a imposé le projet. Et maintenant, dès que la bibliothèque doit parler de son travail sur le recyclage, elle met en premier cette exposition. Comme quoi, il y a un petit retour des choses. Alors là, maintenant, on rentre dans une exposition à la Maison Victor Hugo. Là aussi, j'ai beaucoup travaillé, donc vous en verrez beaucoup, qui est sur le roman du Misérable, Les Misérables, pardon, pas du Misérable. Alors, c'est... Pardon, je voulais vous dire la date, mais je ne sais pas où elle est. Oui, c'est en 2008, à la Maison Victor Hugo. Et c'était une exposition qui était très intéressante. Le commissaire avait choisi de représenter, de lire le livre à travers des œuvres d'art. C'est-à-dire qu'il pensait que tel tableau de Picasso lui faisait penser à Jean Valjean. Et alors, il avait fait tout un parcours d'œuvres d'art très, très fouillées, avec à la fois des peintures anciennes, des peintures très contemporaines, des objets, des sculptures. Et il racontait le roman entièrement avec ça, et surtout en évoquant chaque personnage. Alors nous, on a choisi de quand même mettre des extraits du texte des Misérables qui correspondaient aux personnages. Donc là, vous voyez une photo où on parle du commissaire de Javert, et donc c'est un univers qui est plutôt noir, et on l'a imprimé dans la mise en page et la typo de l'édition originale de Victor Hugo. Alors vous avez, sur la gauche, c'est un peu plus violine, parce que c'est la fin de Fantine, qui était dans un univers très violine. Et puis vous aviez des parties noires, c'était pour Javert. Et puis après, vous allez avoir d'autres couleurs. Vous allez voir cette photo. Alors voilà, là par contre, c'était pour Marius et Cosette. Et c'est toute l'évocation du Luxembourg qui est légèrement imprimée sur les murs. Mais vous avez des tableaux qui doivent représenter Éponine au milieu, Cosette et Marius, en référence dans ces peintures courbées et autres. Voilà, donc ça c'était une mise en volume du livre qui a été très intéressante à faire. Alors maintenant on revient au CNCS et c'est une exposition sur les contes de fées. Alors ça c'est l'espace blanc des contes de fées, c'est le monde blanc du rêve des contes de fées. Donc c'était de très grandes vitrines qui présentaient tous les costumes qui existent dans le théâtre, dans l'opéra, la comédie française, sur les contes de fées, et qui sont plutôt des costumes de ballet en général. C'est pour ça que vous avez des tutus, des pourpoints. Et vous avez là le travail sur les cartels, qui est en bas, mais ce sont des cartels qui sont très gros et qui présentent aussi l'image du costume pour que l'on repère bien. Et l'intérêt, c'est qu'on jouait aussi pour ce qu'il fallait être mis en condition. Le sol était une moquette blanche imprimée de gravures et d'un début de chapitre d'un conte de fées. Et en face, eh bien, vous aviez le noir qui existe dans les contes de fées, le noir et rouge et le diabolique, suivant le même principe, avec tous les costumes noirs, tous les costumes diaboliques, et le sol avec un tapis rouge et noir, et les cartels, eux, alors qu'ils sont beaucoup plus lumineux, parce que dans l'espace noir, ils ne se seraient pas lus autrement. Alors maintenant, c'est une exposition de Petit Palais, c'est sur Albert Bénard, qui est un peintre qui est fin 19e, début 20e. Et donc, c'était un peintre qui, pour nous, était très mondain, qui a été un peintre qui tenait salon et tout, qui a fait beaucoup de portraits de toute la haute société. Alors là, c'est pour vous montrer que le graphisme permet de créer des supports, la couleur qui est choisie par partie, avec ces tons mauves, des salles rouges pour les portraits, des salles bleues après. Et puis, on a dessiné les bancs en hommage au dessin de l'époque, 1900. Et on a fait aussi imprimer les tapis avec des motifs de l'époque pour que le visiteur sente bien l'esprit salon pour découvrir chaque fois les œuvres. Et le plafond, qui est fait avec des dalles, nous l'avons rendu lumineux et on a reproduit les fresques qu'Albert Bénard a fait pour la coupole du Petit Palais, pour l'entrée du Petit Palais. C'est Albert Bénard qui a fait les fresques. Et donc, elles n'étaient pas exposées, bien entendu, dans l'exposition, mais on en a pris des extraits et on les a mis dans le plafond lumineux avec des références pour que le visiteur aussi suive la palette des symboles et la palette du peintre.
Alors là, on passe au musée Cognac-G, qui est un musée donc là aussi historique, tout en boiserie. Mais donc on a caché toutes les boiseries. On a couvert de simèse et on a recréé une littérature et une mise en page complète parce que c'est une exposition sur le luxe au XVIIIe. Alors c'est un travail qui était énorme parce qu'il y avait beaucoup d'informations à donner, beaucoup de textes, beaucoup de détails, tout ça en documents qui devaient être reproduits. Et il fallait trouver une idée de mise en page, pas perdre l'idée qu'on était dans les salons de Cognac-G et du coup de retrouver des traces, des moulures existantes derrière, mais simplement faites en gris. Et puis on a dessiné aussi un tapis avec des motifs d'un artisan qui a été imprimé dans l'angle avec des roses qui apparaissaient. Et on a utilisé donc du mobilier, des vitrines. Et c'était très intéressant parce que ça présentait tout le développement de ce qu'on appelait les marchands merciers au XVIIIe qui ont créé le luxe dans la société en faisant des additions de porcelaine, en mettant des socles en bronze doré, etc. Et on a aussi créé des lumières. Vous voyez trois phases lumière qui correspondaient chacune à une boutique d'un marchand de luxe. Maintenant, ben voilà, c'est l'intérieur de l'exposition Lequeux. Alors, comme Lequeux, c'est un monsieur qui a tout livré à la bibliothèque, mais qui n'a jamais produit, jamais construit. Il a livré ça dans des gros registres que l'on peut compulser. Et il y a une mise en page. Toutes les pages sont mises en page avec des filets, comme on faisait à l'époque. Et puis, il a fait ses dessins à l'intérieur. Et donc, toute la scénographie a été faite comme si on avait dressé ces registres. Et sur ces registres, on a accroché les originaux des dessins, parce que la bibliothèque a démonté des albums pour, pendant un temps, les encadrer et les mettre en place. Et on a fait tout un parcours comme ça. Et dans la tranche des albums, on a fait des images lumineuses qui donnent des gros détails pour montrer, vous apercevez au fond la question d'anatomie, des personnages et tout ça, qui crée une grande dynamique. Et vous aviez un parcours dans un sens avec des couleurs ou dans un autre sens avec des couleurs. Et là, vous avez un dessin agrandi de Lequeux qui fait des travaux sur la physionomie, par exemple. Alors maintenant, c'est encore au Petit Palais. C'est une exposition en hommage à l'opéra comique qui s'appelait de Carmen à Mélisande. Et là, c'est pour montrer encore l'utilisation du plafond. On est allé photographier tout le plafond technique de la scène de l'opéra comique. Et on l'a rendu lumineux. Et il est présent dans toutes les salles. Et on a, bien sûr, pour l'ouverture, on a magnifié ces portraits des Carmen, puisque Carmen est un peu l'héroïne de ce théâtre. Là, c'est encore du CNCS, et c'est sur les 350 ans de l'Opéra de Paris. On présentait des costumes et des grandes productions à travers les périodes de l'Opéra de Paris. Mais tout le monde ne connaît pas l'Opéra de Paris, qui est aussi quand même l'Opéra Garnier en particulier. On allait quand même de Garnier à Bastille, mais là, c'est une photo de le moment où on évoque Garnier. Et on a travaillé dans un labyrinthe d'agrandissement, de détails de Garnier qui sont absolument prodigieux, avec des sculptures, avec des médaillons. Et on a fait imprimer sur des linos les mosaïques qui sont le sol de l'Opéra Garnier. Donc le visiteur comprenait qu'il était vraiment dans l'ambiance de l'Opéra Garnier lui-même. Alors maintenant, voilà une maquette sur une exposition qui s'appelait Sous l'Empire des Crinolines au musée Galliera. Donc ça, c'est une maquette telle qu'on les rend pour présenter à des commissaires. Et là, c'était la volonté dans la grande salle du musée Galliera de créer un bal en présentant des crinolines. Et donc, il nous a semblé qu'on faisait ressurgir un monde Napoléon III. C'était intéressant de le faire incandescent, tout en rouge, aussi bien sur le sol que sur les murs, et qui étaient deux couleurs très Napoléon III aussi, la laque noire et l'intérieur rouge. Et on inclut là-dedans les vitrines avec les costumes. Et donc ça, c'est la maquette. Et ça, c'est la réalité de l'exposition. Alors les vitrines sont devenues un peu plus grandes parce qu'il y a eu plus de robes que prévu. Et les crinolines, Dieu sait si ça prend de la place. Voilà, mais vous voyez les boiseries, vous voyez sur le sol ce qui entoure les vitrines. On a imprimé sur le sol qu'on a fabriqué, on a imprimé des motifs en rouge pour créer toute l'ambiance de ce bal autour des crinolines. Et alors maintenant, on va passer au rideau final, quand même. Là, c'est le CNCS. Le CNCS, c'est la fin pour Barocchissimo. C'est la fin de l'exposition qui était sur les Innes galantes,
l'entrée des Indiens dans la forêt apaisée. Enfin, je ne sais plus exactement le titre dans Rameau. Et là, il y avait tous les costumes de l'Opéra de Paris. Et là, on a créé un jeu de panneaux lumineux qui était programmé avec la musique. Et comme cette musique est complètement, avec le tambour et les violons, est très, très scandée et très martelée, c'était un jeu très important, comme dans un grand flipper, et tous les costumes apparaissaient dans cet espace. Là, voilà, c'est la fin de Hénin, Armure et Crinoline, la dernière salle où on présentait ces Hénins extraordinaires de l'Opéra de Paris qui avait été fait pour un ballet sur une chorégraphie de Nijinsky. Et vous retrouvez le même principe des radeaux pour pouvoir éclairer ces vêtements, puisqu'on ne peut rien faire sur les murs. Et puis le début du radeau qui est ouvert parce que c'est la fin et les costumes vont pouvoir partir. Il n'y a plus de barrière dans l'extrémité sur le côté. Ici, c'est encore le CNCS et c'est sur Costumer le pouvoir dont j'ai parlé par rapport au film sur le pouvoir. Là, c'est une salle qui était consacrée à Boris Goudounov et les visiteurs étaient dans un étau de miroirs et derrière des miroirs sans teint. Et ces miroirs s'éclairaient et derrière, vous aviez toute une présentation de production de Boris Goudounov. Alors là, vous apercevez une production tout dans les ors, tout un déferlement sur des gradins qui semblaient descendre vers le visiteur. Et à un moment donné, et donc cette image se reflétait en face, puisque c'était du miroir, mais tout d'un coup, en face, ça s'éclairait derrière, et il y avait une autre production de Boris Goudounov, et qui était par exemple stalinienne, qui avait été des versions staliniennes. Et du coup, on avait tout d'un coup un mélange de mêmes personnages pour deux opéras dans des mises en scène différentes, et chaque fois, la bascule se faisait de l'un à l'autre, et on avait comme ça 8 productions dans cette galerie où l'on circulait. Alors là, je vais proposer qu'on maintenant on fasse une petite remontée à l'envers et qui sera le rideau final de ma conversation. C'est l'espace final de Contes de fées. Alors c'était une manière de faire rentrer les gens dans un grand livre de contes. Donc vous voyez, les costumes sont posés sur des écrits d'un conte. Toute la salle est faite de l'agrandissement de la gravure de Durer sur les herbes. Durer a fait une gravure absolument extraordinaire. Et la preuve, c'est qu'elle supporte l'agrandissement d'avoir 4 mètres de haut là-dedans. Et donc, parce que le conte de fées permet tout, il fallait que le visiteur, tout d'un coup, soit des écrivains. Mais le livre qui est ouvert, vous avez un aplat, et l'autre page n'est pas une page, c'est un miroir. Donc, vous voyez tous les personnages qui se reflètent, comme ça, tous dans le truc. Et le texte se lit uniquement dans le miroir, parce que sur le plat, il est imprimé à l'envers. Et donc, il y avait une manière de rentrer dans le texte qui était très, très importante. Alors, je vous proposer cette petite pirouette pour finir. Ça, il y avait un livre sur les contes, sur le texte, et un livre sur la musique, sur les contes. Alors là, voilà comment le livre se présentait, comment on voit l'aplat qui se reflète, et donc les costumes qui se reflétaient. On voit bien la diagonale du verre, de l'herbe, avec les miroirs. Et maintenant, je vous montre l'installation technique, parce que ça a été très compliqué de mettre ces grands miroirs. Et vous voyez les techniciens qui eux-mêmes sont perdus parce qu'ils se reflètent eux-mêmes dans l'espace pour construire tout ça. Et enfin, pour terminer, et ben voilà au début ce que c'était, les praticables. Il y avait juste le travail du sculpteur qui avait fabriqué la tranche des livres. Alors j'espère que je vous ai emmené sous la peau de la scénographie, dans l'envers du décor. Voilà. Merci beaucoup pour ce travail de rêve et qui va sûrement induire un certain nombre de questions. Je suis là pour y répondre avec plaisir. Qui veut commencer ? Merci beaucoup, c'est magnifique. Et vous nous montrez des conditions de visite idéales où on est seul devant l'exposition. Dans mon expérience, c'est jamais comme ça. On est souvent 3 par mètre carré. Comment vous prenez en compte l'affluence des visiteurs ? Je vous ai expliqué qu'on prend en compte ce que j'appelle la chorégraphie du visiteur. On fait toujours très attention à ce qu'il y ait la place pour que les gens circulent. Alors bien sûr, il y a des succès qui sont immenses, ça dépend tout des lieux. Mais par exemple, dans des lieux dont je vous parle, le Petit Palais, le CNCS, la Maison Victor Hugo, les circulations se sont toujours faites naturellement. En fait, j'ai eu cette question quand j'ai vu votre système de cartel déporté. J'ai vu une exposition au musée d'art décoratif l'hiver dernier qui avait ce système-là.
Et en fait, c'est pas pratique du tout d'aller voir les cartels puis de revenir voir les modèles. Ben ça, c'est une volonté d'essayer. Parce que, comme je vous ai dit, les cartels, c'est toujours un problème. Ça n'a jamais été résolu par aucun. Et je crois que ça sera toujours un problème. Mais on a trouvé quand même qu'il y avait une espèce d'interaction, parce que les gens aiment beaucoup la recherche et tout. Et alors, c'est vrai que c'est plus facile par rapport à des costumes, parce que vous avez l'image, vous avez le costume, vous avez l'image du costume et tous les renseignements. Mais c'était intéressant que le visiteur soit actif aussi. Je trouve que c'était important et que dans de bonnes conditions quand même. Merci. Une autre question? Non. Oui, bonjour monsieur et merci de nous avoir fait rêver. Mais si je laisse le rêve de côté, en gros, pour monter une exposition de celle que vous nous avez montrée, vous avez combien de temps? 2 ans? Oh non, pas du tout. Il y a des fois, on va beaucoup plus vite que ça. C'est, en général, quand ça arrive à nous, l'exposition pour se monter elle-même par la commissaire, par tout le monde, ça prend du temps parce qu'ils ont toutes les recherches, toutes les autorisations pour les œuvres à avoir. Mais nous, en scénographie, on nous présente le projet et il doit être fini dans 5 mois maximum. Wow. Et vous avez quel budget? Ça dépend d'une expo ça, à l'autre. C'est variable, il n'y a personne qui a le même budget. Il y a tout un tas de facteurs qui entrent en ligne. Bien sûr que des grands établissements subventionnés, il y a plus de budget que dans des petits lieux. Oui, ça c'est sûr. Oui. Mais il y a pas de, là, je ne peux pas vous donner une échelle parce que chaque projet a un budget différent et on doit se caler dans cette somme-là. Merci. Quelqu'un d'autre? Une autre question? Moi j'ai une question. Vous ne travaillez pas tout seul, vous avez une équipe. Oui, bien sûr. De combien de personnes? Ah non, très peu, parce que j'ai toujours travaillé qu'avec un assistant, 2 maximum. Ah bon? Et par contre, dans tous les derniers projets, ayant pris de l'âge et tout, j'ai tout confié, disons, le bon studio à un associé, qui est Simon Tovar, et je travaille dans son équipe, mais lui, il travaille tout seul, et moi, je viens m'additionner dans l'équipe, et on travaille tous les deux. Mais on est des gens qui sommes, comme je vous l'ai expliqué, c'est très fouillis, très nomades, et en plus, avec certaines expositions, elles ont été conçues sur une table de café au départ, parce qu'on va au Père Tranquille aux Halles, on a nos repères dans Paris, tout proche des lieux où on doit faire. On est très, très, très mobile. Alors bien sûr, après, il y a du temps à avoir sur les concrétisations des choses, mais on a toujours été très vite, parce que j'ai toujours été habitué à travailler avec un assistant, 2 assistants maximum. Oui, alors que les architectes actuellement, ils ont des grosses équipes. Oui, bien sûr, mais ils ont aussi d'autres contraintes parce qu'il y a tout un travail de faisabilité. Non, parce que vous avez fait la comparaison avec les architectes. Qui est quand même, non, je ne veux pas me comparer à un architecte qui doit construire un building et moi qui fabrique une scénographie dans un lieu clos à l'abri de l'air et de tout ça. Et de l'eau. Oh, c'est compliqué parce que la plupart du temps, on la détruit à la fin de l'exposition. C'est rare. Alors maintenant, avec l'écologie, on commence à essayer de garder les choses, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué le réemploi parce que quand on démonte, les constructions s'abîment, les choses comme ça. Et puis il faut des entrepôts pour stocker tout ça. Et la plupart des établissements disent non, on ne va pas payer un entrepôt pour mettre des cimaises. Alors on conserve les vitrines, on utilise beaucoup les vitrines. Par exemple à la BNF, chaque fois c'est des vitrines de la BNF que j'ai réhabillées, que j'ai mis dans des cartons pour avoir les conditions. Pour avoir par exemple dans Ionesco, j'ai mis les vitrines dans des cartons pour avoir les conditions de conservation, parce que les vitrines sont équipées avec le silicagel, avec tout ce qu'il faut. Vous êtes mis en concurrence comme je vous l'ai dit, parfois on est choisi directement, mais très souvent on arrive par effraction, résultat d'un concours. Mais on a des compagnonnages très importants de commissaires qui ont envie de travailler. On a très longtemps travaillé au Petit Palais avec Christophe Le Ribaud, parce que c'était un directeur, il ne voulait travailler qu'avec nous. Il nous imposait à sa structure de Paris Musée. Il disait, il faut absolument que ce soit eux qui travaillent parce qu'ils comprennent, ils choisissent les couleurs comme j'ai envie et tout ça. Mais on est mis en concurrence aussi assez souvent. Il y a
il y a beaucoup d'épaves, de projets qui ont traîné dans les cartons. Hein. Monsieur, Pardon. voilà, quelle bonne idée de votre visite aujourd'hui. Je vous remercie de nous permettre de vous rencontrer, monsieur. J'aime beaucoup les musées, mais je ne vais pas vous raconter ma vie, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est un vrai bonheur pour moi, quels que soient les musées. Mais je suis très heureuse d'être là ce soir parce que vous êtes, pour moi en tout cas, l'incarnation et la voix de ce qui m'émerveille autant dans les musées que les œuvres que je vais voir ou la thématique que je vais voir quand je choisis une visite dans un musée. Et je voulais savoir, monsieur, comment vous avez le retour des spectateurs ou des visiteurs. Comment est-ce que parfois vous passez dans les musées et vous prenez en quelque sorte la température ambiante, ou vous vous fiez au livre d'or, ou comment vous visitez? Oui, on se fie au livre d'or et puis aussi aux gens qui nous donnent des témoignages parfois. Puis on a des courriers quand même, ou des gens qui envoient des mails et des courriers. On en a toujours sur chaque exposition. Entre ceux qui sont contre et ceux qui sont pour, ceux qui râlent contre les cartels ou qui râlent pas contre les cartels. Mais ça, c'est une suite logique. Mais c'est très difficile d'avoir le retour et de savoir exactement. Alors, s'il y a le succès avec le nombre de spectateurs, on peut considérer qu'on a participé à ce succès, en dehors du fait que c'est des Rembrandt qui sont exposés, et on comprend bien que les gens sont venus voir Rembrandt avant de voir la scénographie. C'est pas le problème. Mais du coup, on appartient à un tout, à une équipe. C'est un peu comme au théâtre. Brecht disait la scénographie est un art frère, et il disait dans le résultat d'un projet on ne peut pas la déceler, et donc, voilà, c'est ce qui est bien, on ne peut pas la sortir et la déceler. C'est un art frère qui travaille avec les commissaires pour les expositions, avec les metteurs en scène pour les spectacles. Vous avez employé à un moment donné vous avez parlé à un moment donné en évoquant des étudiants, le travail d'étudiants, d'installation. Alors est-ce qu'il y a une parenté entre scénographie et installation? Attendez, je n'ai pas compris là. Est-ce qu'il y a une parenté entre scénographie et installation au Oui, théâtre beaucoup. ou dans les musées? Oui, il y a beaucoup, parce que on a envie toujours, quand on vient à son propre travail, de l'installer. Ce n'est pas de dire je vais accrocher simplement des dessins. Si je faisais une exposition sur mon travail, c'est une envie d'une installation. Parce que c'est la démarche un peu, c'est de mettre les gens dans un site qu'on vient de créer et qu'on crée et qui est complet. Puisque chaque fois, vous avez vu, quand on peut, on travaille le sol, on travaille le plafond, on travaille les murs, on travaille la lumière, on travaille tout. Donc c'est un tout, c'est déjà une installation, tout ça. Et ça peut être une installation aussi pour notre propre travail, si on a envie. Par exemple, si je devais faire une rétrospective sur mon travail, ça serait sûrement une forme d'installation que je ferais. Avec quelques éléments, malheureusement, vous savez que là, je vous parle d'un travail qui est tout sur l'éphémère. Tout ça a été détruit, n'existe plus. Donc, sauf quand je parle de musée permanent, bien sûr, le musée international de la Réforme à Genève existe, le musée de Pont-à-Mousson existe, mais le reste du temps, chaque fois après l'exposition, il n'y a que le souvenir et le plaisir d'avoir fait ça. Oui, on fait des photos, même que... Je trouvais dommage que tout ça reste éphémère et que ça ne voyage peut-être pas dans d'autres lieux en France, par exemple, où ce serait peut-être trop compliqué. Non, ça a été le cas de certaines expositions dont je n'ai pas parlé ici, mais il y a des expositions qui ont tourné, qui ont voyagé. Oui, mais c'est compliqué parce qu'on arrive dans un lieu totalement différent, qui n'a pas la même hauteur, qui n'a pas la même entrée, qui n'a pas les mêmes circulations. Il y a un travail de réadaptation et du coup c'est un budget et c'est un peu vain d'essayer de faire rentrer quelque chose qui a existé. Il vaut mieux essayer de dessiner autre chose. Et bon, pour le théâtre, c'est différent. Le théâtre voyage. Quand on fait des décors de théâtre, ça voyage en tournée et ça va. Mais les expositions, c'est quand même cadré sur un endroit et c'est éphémère. Les contenus des expositions voyagent, mais dans d'autres situations. Je vous en prie. Oui, dans le théâtre, ça peut voyager. Et alors, hier et avant-hier, il y avait au TNP
Les Misérables en langage mandarin, joué par des Chinois. Et le décor est parti en juillet de Chine. Il est arrivé la semaine dernière en France, à Lyon. Oui, mais c'est souvent le cas. Vous savez, en théâtre, moi je suis allé jouer faire les Trois Mousquetaires en Amérique du Sud, mais on n'a pas fait voyager le décor justement par rapport à ses délais et au coût. Donc je suis allé travailler à Buenos Aires. On a construit le décor pour le début de la tournée, puis après on est passé à Montevideo, puis on est passé à Brasilia, puis on est passé à Rio, et puis on n'a pas voulu le ramener, donc on l'a brûlé sur la plage de Copacabana. Ça colle bien avec l'idée qu'on a de Copacabana. Oui. Mais je suis allé faire aussi les Trois Mousquetaires en Chine, et là non plus on n'a pas emmené le décor, parce que les Chinois voulaient que je sois là pour qu'ils construisent eux, et parce qu'ils voulaient le même décor qu'en France. Pour les Trois Mousquetaires qu'avait fait Marcel Maréchal, dont j'avais fait les décors et les costumes, et j'ai été engagé par l'État, par le ministère de la Culture, pour aller le faire au Théâtre National de Shanghai, mais il fallait qu'on refasse exactement ce qu'ils avaient vu en France, mais qu'on apprenne aux Chinois à travailler dans ce sens-là. Donc j'ai fait le décor avec eux, j'ai fait tous les costumes avec eux pendant plus d'un an. Voilà. Pas d'autres questions? Merci encore infiniment pour ce voyage. voyage. Merci de m'avoir écouté.